I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de The Cinema Show. Si vous ne m'avez pas reconnu, c'est normal, c'est parce que je suis jamais à l'antenne en ce moment. Mais moi, c'est Simon. Et au nom de toute l'équipe de TCS, je vous souhaite les meilleurs vœux pour 2026. Qu'elle soit remplie cette année de joie, d'argent et de beaux films. Tout ce que 2025 ne m'a pas offert. Voilà, je commence direct à dézinguer cette pauvre année dernière parce que les films, c'était moyen pour ma part. Mais on va en reparler. Heureusement, certains chroniqueurs et chroniqueuses seront là pour défendre l'année 2025 au cours de notre émission spéciale top, mais aussi flop de l'année. Vous commencez à en avoir l'habitude. 2 équipes vont se succéder pendant cette heure et demie d'émission. Et les premiers en ma compagnie sont Jules, Lucas, Jonathan et Hugo P2, puisqu'on a déjà un Hugo P tout court dans l'équipe, donc on est obligé de faire comme ça. Est-ce que ça va tout le monde ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, cool. Alors habituellement, je vous demande une petite anecdote sur votre repas de Noël, mais cette année, j'avais envie d'être novateur. Vous allez chacune me dire la scène de 2025 qui ressemble le mieux à votre année 2025. On commence par toi, Hugo P2. Juste, j'ai l'impression d'être dans Star Wars quand je t'appelle Hugo P2. Ça tombe bien, j'adore Star Wars. Mais moi, la scène parfait. qui va le plus correspondre à mon année 2025, c'est la scène des montagnes russes avec les poissons dans libre-échange. Parce que ça a été n'importe quoi, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et globalement j'ai quand même bien rigolé. Donc du coup, c'est vraiment la scène qui résume le mieux. Très bien. Jules ? Ouais, moi je dirais un truc aussi joyeux. La fusillade finale dans Eddington, parce que c'est vrai que tout ce qu'on voyait politiquement, tout ça, c'était un peu le bordel, donc voilà. Ok, sympa l'ambiance. Lucas ? Moi, il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup de bas, que des bas même. Et je dirais la tentative de suicide de Loak dans Avatar 3. J'adore. Il nous l'avait dit avant l'émission. C'est pas du tout gênant, c'est juste génial. Jonathan. Pour rester dans une ambiance positive, vu qu'on est quand même dans un fascisme un peu latent, il y a la scène d'introduction de l'agent secret de Cléber Mando-Safilho qui est assez représentative de l'ambiance actuelle. Ok, il ressort juste un film qui est sorti la semaine dernière, c'est le dernier dont il se souvient puisqu'il en a vu 1 milliard l'année dernière. C'est sûrement ça. Ouais. On n'oublie pas la technique, on retrouve ce soir Yanis et Lucas Belge ce soir. Bonsoir vous deux, j'espère que vous allez bien aussi. Qui dit 1er de janvier dit donc émission spéciale top et flop de l'année écoulée. Nous ferons également un petit retour en arrière sur les événements ciné qui nous ont marqués en 2025 avant de faire un bond en avant pour parler de ce qui nous attend en salle en 2026. On n'oubliera pas non plus de s'amuser avec le quiz spécial flop de Lucas. C'est moi. Et le quiz spécial top de l'autre là. Maxime. Oh, je l'ai hyper bien pointé à la caméra, je suis trop fier de moi. Oui, top et Maxime dans la même phrase, ça fait déjà peur. Mais avant tout ce programme, on débute avec notre traditionnel speed noting sur les films vus pendant les congés de Noël. Alors le speed noting c'est simple, je vous donne quelques films, vous me dites si vous les avez vus ou pas et si vous les recommandez donc. On va commencer simplement par Avatar, tout le monde l'a vu autour de la table ? Oui. Bah, bien sûr. Alors rapidement, qui a aimé ? Non mais il faut pas lever le doigt, on est à la radio. Je crois que nous avons tous aimé autour de la table. Non, pas Jules. Jules, j'ai pas aimé. Ah Jules, tu remontes dans mon estime. Ouais, non, moi c'est... Il était descendu ? C'est toujours la même... Je voulais pas que tu le notes. Non, c'est toujours la même chose, juste c'est un peu plus spectaculaire que le deuxième, mais du coup ça donne juste un peu plus de divertissement, c'est tout. Sinon c'est toujours aussi creux que ce qu'on a eu avant en termes de scénario, donc on commence à en avoir marre au bout de 3 films, quoi.
Les autres qui ont trouvé ça positif. Moi, je trouve qu'il y a personne qui peut s'asseoir à table de Cameron en termes d'effets visuels et je trouve que le film est entraînant malgré les défauts structurels et de la répétition du deuxième que je peux entendre, mais je trouve que voilà, j'étais plongé pendant 3h15 dans l'univers et il n'y a pas souvent que ça me fait ça. Hugo, moi j'allais pas dire pareil parce que j'ai pas autant de connaissances que Jonathan, mais j'allais dire que moi j'ai trouvé un peu plus entraînant quand même que le 2. Je me suis plongé beaucoup plus vite dans l'histoire que le 2 parce qu'il y a plus d'action, parce qu'il se passe plus de choses et que ça blablate moins et on est plus maintenant vraiment dans l'histoire, même s'il n'y a pas énormément, que dans le 2 c'était plus d'abord le truc spectaculaire de dire waouh, c'est vraiment des beaux progrès techniques quoi. Ok, et Lucas, toi t'en as pensé quoi rapidement? Bah moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ok, bon, moi je vais rajouter une pierre à l'édifice de Jules, un film qui se termine par La dinguerie frérot. Est-ce que c'est un bon film? Non, je ne crois pas. L'agent secret, Jonathan. Après, je vais en parler plusieurs fois. Alors vas-y. Mais dis un petit mot. Moi, je vais pas en parler. C'est incroyable. Incroyable. Et toi, Lucas? Fabuleux. Fabuleux aussi. Vous avez vu quoi d'autre? Il y avait Le Chant des forêts aussi qui est sorti. Très très beau. Qui a fait pas mal d'entrées. Oui, vraiment très beau documentaire sur la transmission, sur le calme de la nature. C'est un film apaisant et magnifique à voir. Bah dans le même cadre de la nature, il y avait aussi Anaconda. Ouais. Oui, je trouve que c'est un super documentaire sur la nature. C'est apaisant. Non, c'est complètement débile, j'ai adoré. Okay. Il y en a qui ont vu Magellan? Non, j'aurais adoré, mais j'ai pas encore eu le temps. Qui brille au combat? Non plus. Non. Bob l'éponge le film, tu l'as vu? Wouh! Et alors? Bah c'est Bob l'éponge, donc c'est génial. D'autres sorties qui vous ont marqué? J'avais Le Temps des moissons, qui était l'Ours d'argent à Berlin. Très joli. Alors que moi j'ai vu bien mieux, j'ai vu La femme de ménage. Et c'est déjà un terrible roman de gare qui est devenu un terrible film. Mais bon, il y a Sydney Sweeney. Ouais, je l'ai vu aussi. Moi je mets 2 sur 10. Premier point pour Sydney Sweeney. On est d'accord, on peut se la main. Voilà, mais en même temps le film est vendu sur ça. Sydney Sweeney va être à poil. Voilà, c'est vendu comme ça. Et le deuxième point, Sydney Sweeney qui s'endort devant Barry Lyndon, et je suis complètement d'accord avec elle. C'est un film à chier. Voilà. Attends, quand même, Amanda Seyfried qui dit que Barry Lyndon c'est un chef-d'œuvre incompris. C'est vrai que Barry Lyndon c'est incompris. Personne n'aime Barry Lyndon. C'est bien connu. Bon, très bien, merci pour ce petit speed noting. L'année dernière, donc finalement, de Claude Lelouch et The Substance de Coralie Farja avaient été nos grands gagnants. Ai-je vraiment besoin de vous dire qui avait remporté notre partie flop et notre partie top? Qui vont leur succéder? Premier élément de réponse tout de suite. J'aurais dû mettre encore 15 secondes. Je crois que j'étais coincé dans une boucle temporelle infinie. Alors, j'ai adoré. Comme vous l'avez compris avec la musique de Kaamelott, on va commencer par... Kaamelott. Non, par les flops ou les tops? Les flops du coup. Non, les tops. Donc après le top 5 des chroniqueurs, on va découvrir le classement général des tops de la 10e à la 6e place. La dernière partie du classement, ça sera pour tout à l'heure avec les autres membres de l'équipe. Et on va commencer donc par, j'ai oublié l'ordre que je m'étais dit dans la tête. Allez, je vais dire au pif, Jonathan, tu vas commencer avec ton top 5. Allez. Top 5, numéro 5, il y a Tardes de Soledad de Albert Serra, qui est un documentaire sur la corrida, qui est, je pense, avec l'agent secret, les 2 mises en scène les plus intelligentes que j'ai vues cette année, sur la manière notamment de se recentrer sur le côté très charnel et très corporel de la corrida, et du coup il y a un effet assez fascinant qui se produit, c'est que en fait on est laissé à notre propre interprétation de la beauté et de l'absurdité de ce qu'on est en train de voir, et le réalisateur exploite ça à fond, c'est formidable. Numéro 4, Black Dog de Guan Yu, un film chinois qui est sorti cette année aussi, vraiment incroyable, avec des vraies images d'apocalypse dedans, une histoire d'amitié entre un homme et un chien noir, comme le titre l'indique. Ils ont bien trouvé le titre. Très bien. Numéro 3, The Brutalist de Brady Corbett, qui est un film qui m'est resté longtemps en tête, qui est
pas exemple de défaut, mais son aspect monumental m'a vraiment saisi et m'a accompagné toute l'année. J'arrivais pas à me le sortir de la tête. Il est vraiment resté dedans avec la précision de sa mise en scène. Numéro 2, je vais y revenir, c'est L'Agent secret donc de Cléber Mendonça Filho qui est arrivé en fin d'année. C'est un des meilleurs cinéastes, je trouve, de sa génération. Un film sur le fascisme mais qui est coloré, qui est fou, qui est inventif. Il y a 10 000 idées dans le film et je pense qu'une fois après le film, on se renseigne encore plus sur le film et les références. Le film gagne encore plus en richesse et ça, c'est vraiment assez vertigineux. Et le numéro 1, sans surprise, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui est... Paul Thomas Anderson est un immense cinéaste. C'est un de ses plus grands films. C'est fou, c'est maîtrisé, c'est incroyable, c'est haletant. Ça décrit un peu toute la folie de l'Amérique actuelle. Et voilà, c'est un film qui m'a galvanisé et qui m'a accompagné toute l'année aussi. Donc voilà. On note, c'est la première fois qu'Une bataille après l'autre a été notifiée ce soir. Hein, et je pense qu'il va revenir beaucoup de fois. Donc je note. Merci Jonathan pour le top 5. Louche quand tu dis ça. Je le prends mal. Ah bah. Et en parlant des top 5, Hugo P2, ton top 5. Alors, mon 5e film de l'année, du coup, c'est Libre-Échange. C'est Lucas qui me l'a fait découvrir, Luca Bernardini. J'ai adoré. J'ai éclaté de rire comme pas possible, c'était génial, c'est absurde et c'est à la fois... En fait, je sais pas comment décrire, j'ai juste adoré ma séance. En numéro 4, je mettrais Thunderbolts de Marvel. Enfin de Jack Schreier. Marvel, c'est Marvel qui l'a réalisé. Non mais parce que force Marvel. Non mais parce que moi je kiffe sa mère. Non mais surtout qu'en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai bon Marvel, je trouve. Le dernier, ça remonte à il y a pas mal de temps. Non, même pas. Il y a les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais, voilà, mais c'est James Gunn, donc ça compte pas vraiment. Donc c'est... Wow. Mais voilà, Thunderbolt, c'est juste fantastique. En numéro 3, je mettrais Avatar de feu et de cendre. Je sais que vous avez envie de m'incendier là tous les deux. Voilà. C'est marrant parce que c'est Avatar de feu et de cendre. Voilà, t'as vu, c'est pas mal. Hein. Mais en fait, moi j'ai juste adoré parce que c'est mieux que le 2 et que j'ai pas vu autant de films que Jonathan cette année. Donc du coup, j'ai pas une culture cinématographique aussi développée que lui. Ça fait 2 fois que tu le dis. Voilà. Ouais, mais je vais le dire toute la part. Tu parles de cinéma ou d'autre chose? Hein? Non, rien. J'ai envie de parler de Jonathan ce soir. Non. Et en numéro 2, je mettrais Better Man. Je connaissais pas vraiment Robbie Williams, mais à travers ce film, j'ai appris à le connaître. J'ai adoré, j'ai chialé, j'ai rigolé, j'ai été ému du début à la fin. La scène Rock DJ, incroyable. Et en numéro 1, et là je regarde Hugo Paccard droit dans les yeux, Superman. Voilà, juste le premier film du DCU et c'est fantastique et j'ai chialé, mais juste de bonheur en fait, du début à la fin. Voilà. Et on verra s'il se poursuit avec le rachat de Netflix. Allez, Jules. Ton top 5. Du coup, moi en 5e, il y a Les Enfants vont bien, que j'ai découvert hyper tardivement en fin d'année là. Et ça me confirme vraiment que Nathan Ambrosioni, c'est un des réals français à suivre ardemment. Parce que déjà, il m'avait convaincu avec Tony en famille, son avant-dernier film. Et là, franchement, il frappe encore très fort avec une thématique familiale hyper importante qu'on voit presque jamais traitée au cinéma. Et toujours avec autant de finesse, donc c'était vraiment très émotif et beau. Ensuite, en 4e, un autre film qui m'a énormément touché par sa beauté, mais très différent, c'est Train Dreams. Et celui-ci m'a touché pour sa beauté plastique, mais aussi pour sa beauté morale. Malheureusement, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que c'est un film qui est sorti du coup sur Netflix exclusivement. Donc voir un si beau film sur sa télé, ça fait toujours mal au cœur, même si j'ai été transpercé par toute cette beauté et tout ce questionnement que le film apporte sur le but de la vie. Je plus sois. Et puis en 3e, j'ai The Insider de Soderbergh, où là, moi ça a été mon kiff absolu de l'année en termes un peu de trailer policier, parce que Soderbergh il s'amuse à prendre un peu le film d'espion en détournant un peu cette idée qu'on a de l'espion, James Bond, tout ça. Il va loin de tout ça pour aller vraiment dans un truc policier. Ça m'avait énormément surpris et beaucoup amusé parce que ça marche vraiment bien. Et ensuite en 2e, j'ai Amélie et la métaphysique des tubes. Là, j'ai chialé pendant 1h30. C'était trop beau. Pour moi, c'est un des plus beaux films qui traite de l'enfance. Donc vraiment, ça m'a touché au plus profond de moi. Ça m'a fait ressortir beaucoup de choses. C'est un film qui m'a personnellement beaucoup touché. Et en premier, c'est Sing Sing
que j'ai découvert en avant-première surprise. Donc c'était la première fois que je faisais ça et ça a beaucoup joué dans mon appréciation du film, mais c'est pareil, un film qui traite magnifiquement de l'humain et j'avais déjà été beaucoup touché par Je verrai toujours vos visages sur la réinsertion des gens en prison. Et là, c'est cette fois-ci le même traitement, mais du côté américain, avec tout cet aspect des hommes qui vont faire du théâtre pour retrouver une vie artistique, se retrouver entre eux-mêmes. Et c'était vraiment magnifique dans son message. Mais je comprends ton rapport aux séances surprises aussi. Moi, j'avais eu pareil avec un film, c'était Turf, et c'était incroyable quand je l'avais découvert comme ça. Non, merci Jules. T'as des choix que j'ai pas retrouvé dans beaucoup d'autres tops, j'ai vu, et c'est assez cool. Je tiens à vous dire qu'on était 18 dans l'équipe à voter pour ces tops, et il y avait 122 films qui ont été cités en tout. Wow. Donc 122 films différents. Donc voilà, c'est dire la qualité de ce qui ressort là, ce soir. Lucas, ton top 5. Bah écoutez, en numéro 5, j'ai mis l'histoire d'un mec qui braque des McDo, des Burger King et des blockbusters vidéo et qui, pour fuir la police, va se cacher pendant plusieurs mois dans un Toys R Us. Alors aussi fou que ça puisse paraître, c'est un film très touchant, ça s'appelle Roofman, c'est malheureusement sorti sur Prime Video. J'adore le fait que ce soit un fait divers absurde qui devient en fait une histoire profondément humaine. Channing Tatum, il est magnifique et c'est le genre de film que je voudrais faire et qui sont exactement mon péché mignon. Derek Si en France, le réalisateur aussi, c'est hyper surprenant. Oui, c'est vrai, ça change vachement de ce qu'il fait d'habitude en fait. Oui. Mais c'est vraiment super. En 4e, j'ai mis Life of Chuck. Alors je vais parler un peu comme un critique de cinéma, c'est magnifique, émouvant, c'est une ode à la vie. C'est un film qui te dit frontalement que la plupart du temps la vie c'est pas ouf, mais que juste pour les petits moments de bonheur et de plénitude, ça vaut le coup d'être vu. I am wonderful, I deserve to be wonderful, and I content multitudes. C'est trop bien. Libre-échange en numéro 3, je reviens à ça, c'était incroyable à découvrir à Cannes. Je vais revenir quelques secondes sur ce qui s'est passé chez Michael Angelo Covino et Kyle Marvin pendant l'écriture. Ils se sont quand même dit, tiens, on va faire un film où on joue nous deux, les personnages principaux, dont ces deux mecs ils ont des meufs, et ça parle un peu d'échangisme. Bah on prend qui du coup pour faire nos meufs ? Adria Arjona et Dakota Johnson. Mais elles diront jamais oui. Et elles ont dit oui. Donc messieurs, bravo à vous. C'est probablement une des meilleures séances de cinéma de ma vie. Il y avait Jason Momoa. Pour des raisons cinématographiques. Oui, bien sûr. Non, pas que pour des raisons cinématographiques. Le contexte était fou. Ça m'a fait pleurer de rire. C'est un film qui utilise plein de types d'humour différents et qui en fait un bordel organisé qui est vraiment magique. C'est une masterclass de mise en scène, une masterclass d'humour et une masterclass d'écriture. En numéro 2, j'ai mis Smashing Machine, parce que vive The Rock, pour une fois qu'on peut le dire. J'ai trouvé Smashing Machine incroyable, de sa mise en scène quasi documentaire, qui en fait reprend texto des scènes du documentaire HBO consacré à Mark Kerr, jusqu'à la puissance de ses séquences de combat et l'intensité de la performance de Dwayne Johnson. Franchement, chapeau Benny Safdie. Juste après, tu fais Bowser Jr., je trouve que c'est un parcours de vie magnifique. Et en numéro 1, forcément... troisième histoire vraie de mon top 5, quatrième film de dépressif de mon top 5. C'est mon numéro 1 depuis janvier dernier, Better Man. J'aurais jamais les mots pour dire à quel point ce film m'a transcendé, comme peu de films peuvent le faire. Je trouve tout parfait, je m'en lâche jamais. Oui, c'est sur Robbie Williams et il y a un singe, mais c'est plus que ça. Une comédie musicale sombre qui traite de dépression, de dysmorphophobie, d'addiction. Il y a tellement de scènes inoubliables. T'as cité Rock DJ, mais She's the One, Angels, My Way, Let Me Entertain You. Je parle même pas de la BO parce que c'est une évidence. Les effets visuels sont dingues et la photographie est magnifique. Et Sonder l'âme de mon chanteur préféré, du coup c'était ce qu'il fallait pour être mon top 1 de cette année. Merci Lucas, et je te rejoins aussi sur l'anecdote sur libre-échange. Oui. Pareil, j'avais contacté Muriel Robin et pour jouer ma meuf. C'est fou que tu... tu devais être dégoûté. Elle a refusé, moi j'ai fait pareil, mais avec Chantal là-dessous. Et pareil, elle a pas dit oui. Peut-être si on demande ensemble, la prochaine fois ça pourra peut-être marcher. Ça marchera peut-être. Allez, mon top, ça sera pour la deuxième partie de l'émission. Désolé, je ferai les flops avec vous. Plus haut que nous, c'est pas grave. Non, je ferai les flops avec vous. Je me sens qu'on est à la deuxième roue du carrosse. Mais non, je vous adore. Je dirais pareil aux autres. On commence avec donc le top 10 général de l'équipe. En 10e position, on retrouve Sorry Baby d'Eva Victor. Yes.
Très bon Jonathan choix, oui, qui est là. Je vois que c'est plutôt content du côté de Jonathan. Je vois Naomi qui fait la fête à côté. Le fera pas juste après, je pense. En 9e position, je sais pas en plus. Minecraft le film. 9e position, c'est libre-échange. Vous en avez parlé. Let's go. On se check. Ouais. Là, il y a eu une OPA sur libre-échange. J'ai eu l'impression. check les deux Hugo en même temps. Donc, 9e position, libre-échange. Est-ce qu'il y a eu une OPA sur la 8e position? On va voir ça tout de suite. On va plutôt écouter ça, puisque je vais vous faire découvrir la 8e position en audio. C'est pas un troll? Non, c'est pas un troll, c'est bien J'ai le cœur qui bat de Michael Gracie en 8e position. Je suis trop content. Alors voilà, tous les tops ont été faits par Hugo. Et Lucas, c'est ça? Exactement, on a payé tout le monde. Position. Et je pense que vous avez vraiment payé tout le monde, puisqu'en 7e position. C'est Superman. Superman. James Gunn. C'est n'importe quoi ce qui se passe dans le studio. J'aurais voulu faire un câlin, mais ils m'ont pas invité. Ouais, mais c'est pas grave, peut-être qu'ils vont t'inviter pour la 6e place. Attends, je m'apprête à lever de vous. Attention, vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes vraiment prêts? Non. Un simple accident de Jafar Panahi? Il est content, il est content. Bon, voilà. 6e position, 5e, c'est fou. La Palme d'Or, effectivement, de 2025. Un simple accident. Voilà. Jonathan, t'as un mot à dire? Pas grand chose. Je suis assez content pour Sorry Baby, les autres me laissent un peu plus indifférent. C'est le seul que j'ai pas réussi à payer. Avant de découvrir la première partie du flop, comme pour les tops, ça sera de la 10e à la 6e place, on débute par le flop 5 de l'année de chaque chroniqueur et chroniqueuse, mais il n'y en a pas autour de la table. Lucas, c'est toi qui commences sur les flops. Ça tombe bien que ce soit moi qui commence. Je vais juste citer un grand critique de cuisine qui s'appelle Anton Ego. Avant, à bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose et pourtant nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais la mère vérité, c'est qu'il nous faut bien regarder en face. C'est que dans le grand ordre des choses, le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que la critique qui le dénonce comme tel. Du coup, je vais être méchant. En numéro 5, Atoman. On l'a vu déjà. Mais pourquoi vous vous infligez des trucs pareils? Il y a probablement de très bonnes intentions derrière, mais ça reste un nanar à 2 millions d'euros. Alors 2 millions d'euros, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même 2 millions d'euros. Rien ne va, mais du coup c'est rigolo, mais rien ne va quand même. Mais du coup c'est rigolo. La colo qui change au milieu d'un plan, il y a des faux raccords toutes les 4 secondes, ils utilisent beaucoup trop la police d'écriture Arial. L'artiste est très mauvais, tout le monde est très mauvais. Regardez-le. En 4, alors je vais citer un film que personne n'a vu, ça s'appelle TKT. Alors là, c'est encore mieux. C'est sûr et certain qu'il y a de bonnes intentions derrière, hein, mais ça reste un spot de prévention contre le harcèlement scolaire qui dure 1h40. Et c'est pas une exagération, c'est réellement un spot de prévention, en fait. C'est les pires jeux d'acteurs que j'ai jamais vus dans des films professionnels et non professionnels. C'est vraiment pas bien. En 3, toute pour une. Alors, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, on est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Karim Debache. C'est parce qu'on l'a cité tout à l'heure. Non, mais c'est pas bien. Mais on dirait un film Netflix, mais en moins bien qu'un film Netflix. Donc, je m'arrêterai là parce que de toute façon, il va être recité après. En 2, moi, je sais pas, je suis désolé Maxime, mais moi je suis pas fan de Luc Besson. Et du coup Dracula, alors ça, la photographie d'un film de vacances, sauf que ça a coûté 45 millions d'euros, c'est du blanchiment d'argent. C'était un moment abominable, j'ai voulu plusieurs fois sortir de la salle, c'est un crachat à la gueule de Bram Stoker et de Coppola, parce qu'en plus ça plagie Coppola. Alors l'année dernière, Eggers il a sorti Nosferatu, et vu que les films se basent sur la même histoire, il y a des scènes qui se répondent, et l'humiliation pour Besson est totale. La seule raison pour laquelle c'est pas numéro 1, c'est qu'il y a le duo Christophe Valls et Guillaume de Tonquédec, et j'avoue c'est un peu drôle. Voilà, parce qu'en numéro 1, Spike Lee, Highest to Lowest, à Cannes, la salle était hilar alors que c'est pas une comédie. Y a encore rien qui va. Denzel et Jeffrey Wright, ils sont mauvais, ce qui est un exploit. C'est un énorme nanar, c'est une des pires BO des films que j'ai jamais pu voir. La scène où Delzen parle à des photos et dans le panthéon des scènes comiques malgré elle. C'était drôle certes, mais c'était surtout ultra long et ultra chiant. Me faire détester un film dans les conditions de Cannes, fallait le faire. Spike Lee,
et t'es étonné que le film soit pas en compétition, regarde-moi dans les yeux, Spike. Tu es sûr que t'es tant étonné que ça? À méditer. Merci Lucas. Jules, ton flop 5. Alors moi, il y en a certains qui... Il y en a un. Comme Lucas. J'aurais pas grand chose à dire dessus. Vas-y. Hein. Mais on commence en 5e avec un film, je sais même pas pourquoi je me suis infligé ça. C'était Spermageddon. Film danois, non? Un truc comme ça? Ouais, c'était finlandais, je crois. Il y a sperme dans le titre, ça suffit pour être intriguant. Franchement, c'était un peu rigolo. C'était un peu rigolo à certains moments, mais bon, au bout d'un moment, ça a commencé à devenir très très dur à subir. Voilà, merci de terminer ta phrase. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire. Ensuite, il y a Until Dawn, parce que j'en vois des films d'horreur mauvais, ça sort, il y en a des dizaines par année qui sortent, mais Until Dawn, c'est tiré d'un jeu vidéo que j'apprécie quand même pas mal, et on retrouve rien du jeu dans le film, et c'est extrêmement... Il y a Peter Stormare. Ouais, il n'y a pas grand chose de plus, et c'est extrêmement mal écrit, c'est très moche, le scénario va nulle part. En 3e, du coup, Atoman. J'ai pas grand chose de plus à rajouter que ce qu'a dit Lucas. Regardez-le, vraiment, c'est une expérience. Hein. Oui, c'est une expérience. Pour voir un tel nanar, c'est quand même très fort. En 2e, Mac Walter. Moi, vidéo YouTube. Il y a eu le spot prévention harcèlement avant. Là, c'est la vidéo YouTube de Mr. V de 2012 pendant 1h30. C'est insupportable. C'est des blagues qui marchent pas toutes les 2 secondes. Donc, ça en devient fatigant, quoi. Et en premier, le légendaire, je pense qu'il reviendra quand même. Il va revenir en face de toi, je crois. Voilà, War of the World. La guerre des mondes. Une sur Prime. Mais attends, il y a quand même Ice Cube. C'est le plus beau visage du cinéma avec ses sourcils. Oui, Ice Cube. C'est merveilleux. Quand même. Puis c'est juste le placement de produit le plus cher de l'histoire du cinéma, je pense. C'est fantastique. Parce que c'est quoi le placement de produit qu'il y a dedans? C'est Amazon tout le long. Ah oui, ok. Avec ses drones. Est-ce qu'il a coûté si cher que ça, le film? Non, mais il a une histoire un peu compliquée. Il a été tourné il y a très longtemps aussi, au moment du Covid. Il y a eu un moment pour... budget, je pense, parce qu'il y a pas mal d'effets spéciaux, il y a pas mal de trucs, mais je crois que le premier placement de produit arrive vraiment au bout de genre 2 minutes ou 3 de film. Vraiment, même au bout de 0 secondes, le logo Amazon au début. Non, mais en fait, je crois que le logo prod. Non, mais t'as compris. Oui, non, mais. Tu veux Hugo, ton flop? Ouais, on va vite enchaîner. Alors là, personne va m'aimer, mais en fait, moi j'ai mes films à moi et je vous emmerde. Alors Hugo, est-ce que juste pour la caméra, une bonne fois pour toutes, voilà, merci. Alors, pas trop non plus. Hein. Non, t'inquiète pas. Sois sur Jonathan, s'il te plaît. S'il te plaît. En numéro 5, j'ai mis Ballerina parce que je suis un grand fan de la saga John Wick. Alors du coup, quand on m'a dit qu'on allait étendre l'univers, j'étais trop content. J'avais beaucoup aimé Continental, même si j'avais vu qu'un seul épisode. Et en fait, quand j'ai vu Ballerina, je me suis arrêté loin. Hein. Et quand j'ai vu Ballerina, j'ai été très déçu parce que ça veut faire un John Wick, mais c'est pas un John Wick. C'est pas aussi bien foutu qu'un John Wick et c'est quand même globalement moins stylé. En numéro 4, j'ai mis Jurassic World Rebirth. Parce que l'avant-dernier, je l'avais vu avec Lucas. J'avais beaucoup aimé. Et puis, alors que moi, non. Voilà. Et puis ensuite, ils ont annoncé Rebirth. J'ai fait trop bien et tout. Puis je suis allé voir le film. Je suis sorti de la séance. J'ai fait bon, plus jamais un Jurassic World pour l'instant. Voilà, je leur fais plus confiance. En numéro 3, Kaamelott, 2e volet, partie 1. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle ce con. C'était pas bien, c'est juste nul. C'est très long. C'est trop long en fait. Ça parle, ça marche, ça parle, ça marche, ça parle, ça marche. Action, ça parle, ça marche, ça parle, ça marche. C'est que ça tout le long du film, ça tient pas en haleine, c'est pas terrible. Il marche pas tant que ça, moi je trouve. Il y en a qui. Moi, ils sont dans la neige, ils marchent. Quand même. En numéro 2, désolé, Nouvelle Vague. Moi, j'ai pas du tout. Voilà, je le savais. Voilà. Moi, je le rejoins. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Alors, je savais pas à quoi m'attendre quand je suis allé voir le film en plus. Je m'étais pas vraiment. Pourtant, il y a renseigné. écrit Nouvelle Vague sur l'affiche. Hein. Alors, c'est quoi? Je m'attendais, comme j'en avais parlé la première fois. Mais pensais que c'était un film sur la mer. Il a pas compris. Non, mais je pensais que ça avait vraiment traité de la Nouvelle Vague en général et tout. Et puis, je me suis retrouvé juste avec Godard. J'ai fait bon. Tant pis, on fait avec. Et en numéro 1, la guerre des mondes, forcément. C'était génial. Voilà, on se serre la main. Je me suis vraiment posé un matin devant mon canapé. Je me suis dit, comment niquer ma journée? Et devant ton canapé, tu t'es posé? Ouais, oui, parce que j'arrive pas à m'asseoir depuis quelques temps. Tu l'as pas vu le film. C'est vrai, ça. La télé était derrière lui. Non, et du coup, en fait, j'ai vraiment éclaté de rire tout le long du film. Mais qu'est-ce que c'était nul, quoi. Voilà. En fait, tu nous as plus fait rire avec ton flop. Hein. Merci. Jonathan. Bon, je me suis pas affiché autant de merde que vous, parce qu'il y a des trucs vraiment, je vois que ça sort
Même pas un rêve. Numéro 5, Vol à haut risque de Mel Gibson, que je trouve vraiment... C'est quand même fort. Hein ? C'est quand même fort. C'est-à-dire en termes de flop, de mauvais films. Il a enlevé, à un moment, il enlève sa perruque et il est méchant. Non mais voilà. Il est chauve, il est méchant. Il est chauve, il est forcément Pas méchant. plus de 3 secondes négatives sur Mark Wahlberg, si vous voulez. Alors, non, Mark Wahlberg est extraordinaire, mais tous les chauves sont fous de toute façon. Pas dans Uncharted. Marky Mark, je l'aime bien, mais sa calvitie là, c'est vraiment très compliqué. Come on. Numéro 4, Tron Ares, que je trouve vraiment assez pathétique comme film, très peu intéressant. Je vais pas m'étendre énormément parce que oui, vraiment, vas-y, c'est bien si tu fais numéro vite. 3, Electric State, vraiment autant nous chier. Bah, tu parlais quoi de tout à l'heure, de blanchiment d'argent. Ouais. 350 millions de dollars, c'est ça pour ça. Mais Ok. attends, il fallait bien payer le salaire de Millie Bobby Brown, c'est une grande Et de actrice. Chris Pratt. Ouais. Non, vraiment, c'est affligeant de mettre autant d'argent et d'énergie pour un truc aussi bas du front et aussi pauvre. Numéro 2, Captain America Brave New World, que je trouve... En fait, ce qui m'a énervé, c'est que vraiment, je trouve le film insipide tout long, et la fin, c'est vraiment ce qu'il y a dans la balance pour accrocher le spectateur. Je me suis dit, ils en sont à ce point-là de cynisme, de dire, hey, les gars, il va se passer ça, et c'est littéral les 10 dernières minutes du film. Je me suis dit, on est à un niveau de foutage de gueule et de cynisme chez Marvel qui atteint des sommets. Et numéro 1, Minecraft, parce que là vraiment on est au sommet du cynisme. Mais non, mais ça va pas. Il n'y a absolument rien. Vraiment rien. Enfin, c'est un film qui est le vide absolu. Du coup, voilà, et pourtant, le réalisateur est un très bon réalisateur de comédie, Jared S. Mais alors là, vraiment, j'espère que le chèque était bon. Bah merci. Jonathan, moi je vous fais aussi mon flop 5. Je vais te rejoindre avec la 5e place pour Captain America Brave New World de Julius Onah, parce qu'il n'y a rien à sauver, et surtout pas un Hulk rouge par Harrison Ford. 4e pour Haut les mains de Julie Manoukian, parce que... quelqu'un il se rappelle de ce film autour de la table? Ok. 3e, God Save the Tuche de Jean-Paul Rouve, parce que oublié, lui. tu peux faire un film de merde, mais pas 2. Bah si tu peux. Alors tu peux faire 2 films de merde, 5. mais pas 3. Si tu veux, tu peux faire 3 films de merde, mais pas 4. Pas 4. Bah si tu peux. Alors tu peux faire 4 films de merde, mais pas 5. Bah si. Et tu peux. Merci God Save the Attends, Tuche. pourquoi tu t'es affligé les 5 du coup? Parce que moi, au bout de 1, 2... Parce que j'ai patrimoine culturel français, monsieur. Je suis complétiste. Non, complétiste. Complétiste. Oh non, ça c'est Maxime. Il a laissé pour ça. Du coup, tu vas parler de Chien 51. Non, Deuxième, Papa Mobile de Sylvain Estibal. Parce que c'est encore mieux. Parce que Dieu sait que j'aime les trucs cons, mais là c'est un niveau stratosphérique qui ne veut plus rien dire. Vous étiez 2 à l'avoir vu, donc... C'est vrai qu'ils suivent des pieds? C'est vrai. Premier de mon flop, Kaamelott 2e volet partie 1 d'Alexandre Astier, parce que sur l'écran, les acteurs s'amusent, mais dans la salle, le public s'en branle. Voilà pour mon avis sur le film. Ça se voit qu'il écrit dans des magazines. C'est oui. 10e donc de notre flop général, où pareil, il y a 122 films qui ont été cités. C'est fou. C'est exactement le même nombre. Autant, ouais, c'est incroyable. Incroyable. Donc 10e, God Save the Tuche de Jean-Paul Rouve. Voilà, j'en parlais, 10e. Parce qu'on peut pas faire un film de merde. On peut le refaire. Mais on peut en faire 5. 9e, War of the Worlds de Rich Lee. Vous êtes content? Il s'en sort bien. Content de le voir Il ici. s'en sort très bien. C'est parce que je pense qu'on l'a pas vu en fait. c'est pour ça. En fait, avait plus vite peut-être. Voilà, On est aussi 2 comme pour Papa Mobile. J'ai vraiment vu autant comment on appelle ça, un consensus à ce point sur tous les trucs Letterboxd, Sens Critique et les critiques en général. Donc c'est pour ça que ça invite pas à la découverte. La 8e position, on va la découvrir en musique. C'est parti. 4 mots sur un piano. Quoi? C'est pour 2 pianos. Je sais pas, Arnaud Desplechin, 2 pianos, voilà. 2 pianos d'Arnaud Desplechin. Vous êtes dur quand même. Non, c'était Non, mauvais. c'est pas incroyable, il y a des vrais problèmes. Il y a toujours un film français élitiste dans notre flop. Maxime, tu peux fermer ta gueule derrière moi? Et du coup, il y avait 2 pianos dans le film? Il y avait 2, exactement. Il y en avait 2 Non, il y en a qu'un seul et ils jouent chacun à leur tour dessus. Ah oui. Parce que il aurait dû s'appeler 2 pianistes du coup. Parce que dans Les Enfants vont bien, vu que les enfants vont pas bien, je me suis dit peut-être dans tous les films c'est comme ça, tu vois.
Énorme. 7ème, The Altonites de Barry Levinson avec 2 Robert De Niro. Là, il y en a 2. Anecdote, quand ils ont passé une scène de The Altonites pendant la conférence avec Robert De Niro à Cannes, les gens ont rigolé. Et les 6ème de notre flop, Atoman. Danois, mais non Moad Sassim. Eh oui. Il y a Quel plaisir de le voir ici. Hein mais ça fait trop plaisir de le voir. Ce que j'écoute, c'est Atoman et War of the World. Je pense que ça va être les deux plus gros nanars de l'année, quoi. Et vous allez voir qu'il y a pire. Mais en attendant de voir la deuxième partie, on passe tout de suite à nos événements de 2025. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année, mon cul. Et c'est le moment de parler des meilleurs événements cinématographiques de l'année écoulée! Merci. Ah pardon, je t'ai coupé. Merci Lucas pour ce jingle, tu vois. Je l'ai écouté, hein, t'as vu, je l'ai pas du tout coupé. Hein. Le salaud. Si je l'avais écouté. J'ai demandé donc à chacun des chroniqueurs un événement ciné qui vous aura marqué en 2025. On va commencer par toi, Lucas. Qu'est-ce Moi donc? Oui. Alors... Là, pour une fois, t'es le seul Lucas, je crois, autour de la table. Ouais. Mais en fait, les 2 événements que je voulais dire, j'avais 2 événements en tête, les 2 m'ont été volés par les 2 Hugo. Toujours là. Du coup, en sachant qu'il y en a un, c'est un de ses films. Le gars, il s'est fait voler un événement. C'est son film. Je vais pas demander. T'en avais parlé l'année dernière. Hein. Oui, j'en avais parlé l'année dernière, mais je vais pas demander. Donc, et là, du coup, j'ai fait un 48 heures avec Christian Zerba, qui est un GOAT. Et en fait, je trouve que c'est un des meilleurs projets sur lequel j'ai pu travailler. Il s'appelait Thérèse et c'était fabuleux à tourner. Le résultat est fantastique et ça m'a vraiment marqué parce que je me dis waouh, on arrive à faire des trucs comme ça en 48 heures, c'est trop bien. Donc voilà, c'était mon événement cinématographique de l'année parce que j'avais pas le droit de parler de Clash in Paris. Il est sur YouTube. Oui, il est sur YouTube. Il s'appelait Thérèse. On reste un peu avec toi, du coup, Lucas, avec Hugo P2. Et ben moi, du coup, c'est la sortie de Roy Shaw, le film de Luca Bernardini. Premier film sur lequel j'ai pu travailler, donc pour moi, ça a été un honneur. Et il t'a bien payé, j'espère. Écoutez, il m'a offert 2 nuggets McDo et il m'a laissé payer la boîte de 4, donc c'est quand même très sympa. Voilà. Bon plan. Non, mais merci Lucas pour ta confiance et c'était génial, j'ai très hâte de retravailler avec toi. Avec plaisir. Ah, c'est mignon. Ouais. Il m'a fait une déclaration. J'ai dit que je l'avais sucé. Hein. Jules, toi tu voulais parler d'une séance. Ouais, c'est ça, séance cinéma, parce que j'ai quand même pu voir mon film préféré en salle. Roy Shaw. C'était Coup de foudre à Notting Hill, que j'ai vu du coup cet été. En plus, j'étais dans une petite ville chez mes parents et je suis allé jusqu'à Lyon pour le voir exprès parce que c'était l'occasion parfaite d'enfin voir ce film en salle. C'est quand même, je trouve, le but ultime du cinéphile de voir son film préféré dans ces conditions, et c'était merveilleux. Très bien. Et toi, Jonathan? Il n'y en aura pas un, mais il y aura 2, si je peux me permettre. Non, le premier, je me suis rendu compte au fil et à mesure de l'année que la folie actuelle qui prend les États-Unis, c'est assez retranscrit dans le cinéma, et les grands auteurs de notre époque s'en sont saisis, je trouve, avec beaucoup de justesse, que ce soit Eddington avec Ari Aster, Mickey 17 de Bong Joon-ho, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, et Bugonia de Yorgos Lanthimos, merci. Et il y en avait d'autres, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment le cinéma se réapproprie le réel pour en faire du cinéma, et là c'est assez rapide comment ils ont réussi à se saisir de ce réel-là et le retranscrire avec la justesse et la folie qu'il mérite. Avant de parler du deuxième, on peut se lancer l'extrait d'Eddington que tu m'as envoyé. Oui, pardon, c'est vrai. Voilà, avec plaisir. We never talked about it. No. Can we just talk? Can just the two of us? We are. Okay. So maybe I just talk to your video. Ask where all your deputies went. Okay, well, why don't I just ask your governor about her little catch and release policy, okay? Because if it wasn't for that, maybe I could hold on to my deputies and the people we arrest. I know one of them was fired for excessive force and another one was forced to quit by a YouTube First Amendment auditor. Okay, yes, that is the same auditor that drove away your work. Your undersheriff died of a fentanyl overdose. From handling fentanyl. And your captain and your chief deputy took jobs in Rio Rancho. That was devastating. You can't keep your own office going, but you're going to run mine. Leave your mess here and start a whole new one.
Donc c'est Joaquin Phoenix et Pedro Pascal qui s'engueulent. Moi, c'est juste ce que j'ai compris. Hein. Oui, mais bon, faut avoir le contexte du film. J'ai pas écouté ce qu'il t'as disait, donné moi. une scène, on n'a pas dit le contexte. Et donc ton deuxième événement, Jonathan. Ouais, je pouvais pas parler de ce qui avait bouleversé mon début d'année 2025, c'est-à-dire la mort de David Lynch, qui est l'un des plus grands cinéastes qui existait. Et sa mort m'avait bouleversé, et c'est quelqu'un qui m'accompagne toujours par son univers. Voilà, donc je voulais quand même avoir un petit mot pour ce géant. On lui souhaite bon courage. Ouais, c'est ça. Merci. Bon bah les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c'est que vous allez devoir me quitter après le quiz. Mais non. Et la bonne, c'est que vous allez devoir me quitter après le quiz. Yeah! The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Et salut à tous et à toutes, c'est le quiz flop de cette année. On commence tout de suite avec une musique de film. Dans quelle œuvre entend-on cette chanson? Tronares fait un point pour l'équipe de Simon. Simon, tu es chef d'équipe d'ailleurs, et en face c'est Hugo. Voilà, non, je le dis. Qui a dit mesdames et messieurs, je n'ai pas écrit ce film, je l'ai pas réalisé. Cependant, j'ai aimé le faire et j'apprécie les gens avec qui j'ai travaillé. Oui. Le réalisateur Samir Nasri. Non, c'est Atoman, mais c'est l'artiste. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Merci. Quant au résultat final, je l'ai découvert le jour de l'avant-première. Je vous remercie pour vos retours rapides et pertinents, même si je pense que certains vont loin en supposition. Salutations, l'artiste. À propos du film Atoman, on passe à la critique hallucinée. Je vous dis une critique hallucinée, vous devez deviner le film. Le réalisateur signe un film audacieux, drôle et spectaculaire. Paul Thomas Anderson, bataille après l'autre. C'est un quiz flop, hein. Camelot, c'est bien Camelot. C'est le quiz flop. C'est le quiz flop. Pardon. C'est effectivement Camelot. C'est le mec qui est là dans les émissions depuis des années, qui sait pas où il a mis les pieds. Donc apparemment c'est un film qui fait un bien fou à notre paysage cinématographique, dans un univers saturé de films de société formatés pour plaire à une caste critique enfermée dans l'entre-soi. Ce film ose l'imaginaire, le panache et l'humour, tout en restant profondément fidèle à l'esprit de la série. Je vous lis pas le reste, mais vous avez compris quoi. Alors qui c'est celui-là? Je vous dis le nom d'un personnage, vous devez deviner dans quel film il était. Samuel Stern. Voilà, ça, j'ai vu ça. Non. Ça, Minecraft. Non. Il est joué par Tim Blake Nelson. Putain. On l'appelle aussi. On l'appelle aussi le leader. Je l'ai pas vu. Attends, répète la question. Bah comment? C'est qui? Samuel Stern, qu'on appelle aussi le leader. C'est Thunderbolt. le penseur dans Captain America Brave New World. Alors c'est le leader dans Captain America Brave New World. C'est ça. Donc ça fait 2 points. Je l'ai déjà aimé les films Marvel. Oui, tu l'as dit, je crois, tout le temps. Le résumé raté, alors je vous résume un film, vous devez deviner ce que c'était. Alors c'est l'histoire d'un immigré très dangereux, comme tous les immigrés, qui prend en otage une gamine pour éviter de se faire choper par le gouvernement. Enfin, la gamine, elle se rend pas vraiment compte qu'elle est prise en otage parce que le gars il fait semblant d'être friendly. Mais quand même, il fait des gaffes, parfois genre il brûle des trucs, il a du mal à se faire à sa nouvelle culture. Mais grâce à la petite fille, il devient moins dangereux et même qu'il trouve une famille. C'est trop beau en vrai. Mais je préférais l'original avec le gros requin géant. Lilo et Stitch, tout à fait. Ça fait 3 points pour Jules et Simon. T'as envoyé tes fiches là. Et alors, j'ai mes fiches. Le jeu des synonymes. Sur RMC, dans les grandes gueules, ils ont leurs fiches. Ça va aller vite, Simon, donc concentre-toi un petit peu. Le jeu des synonymes, vous devez deviner le film avec des synonymes, c'est facile. Duo de Steinway. Libre-échange. Ah ouais, c'est vachement libre-échange. Duo de Steinway. Non, duo de Steinway. De piano. De piano, tout à fait. Je sais pas ce que c'est que Steinway. Bah, c'est une marque de piano. Et bah maintenant je sais, voilà, merci. Merci les States, je vais vous dire le nom d'un film. Donc je vais vous dire le nom en anglais. Vous devez deviner le film. Black to the Future. Le grand déplacement. Le grand déplacement, effectivement, qui s'appelle donc aux États-Unis Black to the Future. Wow. Naomi qui est hilar derrière. Merci. Franchement, Naomi. le pire, c'est que j'ai juste pensé à un film avec des noirs cette année français et c'est le premier qui est sorti. On passe à la pas marché. Lequel de ces films a la meilleure note spectateur sur Allociné? Est-ce que c'est Jurassic World Renaissance? Est-ce que c'est Moi qui t'aimais? Est-ce que c'est Toutes pour une? Ou est-ce que c'est The Altonites? Toutes pour une.
Lequel a la meilleure note spectateur sur le ciné? Il y a Vol à haut risque aussi. Non, Jurassic World. Non, il n'y a pas Vol à haut risque. Jurassic World. Ah si, il y a Vol à haut risque, j'ai rien dit, pardon. Oui, il y a Vol à haut risque. C'est la bonne réponse alors ou pas? Il y a Vol à haut risque. Non, mais c'est parce qu'il était écrit sur ma deuxième fiche. Jurassic World. Moi je dirais Jurassic World. Moi qui t'aimais, tu dirais. Ouais. Moi qui t'aimais. Bien, Jurassic World a 2,6 sur 5. Toute pour une a vu sa note spectateur supprimée. The Altonite a 2,8 sur 5. Vol à haut risque 1,9 sur 5. Et Moi qui t'aimais 3,1 sur 5, c'est donc bien. Moi qui t'aimais, ça fait un point en plus pour Simon et Jules qui arrivent à 5. Je crois. Ah, t'as perdu avec moi. Hugo, supporte-moi, hein, puisque les points ils compteront pour le quiz d'après. Hein. On passe au casting 5 étoiles. Je vous dis un casting, vous devez deviner le film. Daphné Patakia, Cyril Lecomte, Lala S. Non. Chien 51. Chien 51 de Cédric Jiménez. J'ai rien entendu. Même pas eu le temps d'entendre le nom des acteurs. On passe au duel time et donc c'est à Simon de choisir parce que tu es chef d'équipe. Putain. Alors, est-ce que tu préfères Highest ou Lowest? Référence à. Qu'est-ce que vraiment, je suis drôle. Ah bah ça va être le plus gros succès ou plus bas. Allez, Highest. Highest. Lequel de ces films a reçu la standing ovation la plus longue au Festival de Cannes cette année? Est-ce que c'est Highest ou Lowest? Est-ce que c'est Only Don't? Est-ce que c'est Vie privée? Ou est-ce que c'est Eddington? Lequel a eu la standing ovation la plus longue? Ah là là. Vie privée. Vie privée. Eh bien écoute Hugo, lequel de ces super films a fait le moins d'entrées en France cette année? J'aurais dû prendre ça alors. Est-ce que c'est Baby Girl? Est-ce que c'est Le Jour J? Est-ce que c'est In the Lost Lands? Ou est-ce que c'est Dracula? Lequel a fait le moins d'entrées en France? En tout cas, j'en ai vu aucun des quatre. C'est des super films, on les conseille à tous les gens qui nous écoutent. Ah bah bien sûr. Le Jour J. Ou pas? Le Jour J, ok. Je pense pas que c'est ça. Alors pour ce qui est de la standing ovation, Highest to Lowest a eu 5 minutes 30 de standing ovation. Onidont a eu 6 minutes. Eddington a eu 7 minutes. Et Vie privée en a eu 8. C'est donc bien Vie privée. Tu as 3 points en plus. Quant à Hugo, eh bien, sache que Baby Girl a fait 286 000 entrées. Sache que Dracula en a fait 651 000. Oh. Ouais. Le Jour J en a fait 322 000. Et c'est Et In the Lost Land en a fait 49 000. Sur In the Lost Land qui en a le moins. C'est Simon et Jules qui repartent avec la victoire. Donc là, on commence littéralement le prochain quiz avec 8 points d'avance. Hein. 9-0. Il y a 9-0, voilà. Pression pour la deuxième équipe. C'est pas une bonne idée de me mettre chef, hein. Vous le savez. Hein. C'est terrible. Merci Lucas donc, pour ce quiz et plus généralement merci à vous 4, hein, Lucas, Jonathan, Jules et Hugo, d'avoir passé cette première partie d'émission en ma compagnie. Merci patron. Comme le veut la tradition, je vous propose des musiques qui auront marqué mon année 2025 en guise de pause musicale. Et on débute par un titre qui est rentré dans mon panthéon musical all time. Il est issu du premier album d'Oclou, Chuck Enough, sorti en février dernier. Ce titre s'intitule Family and Friends, puisqu'à mes yeux, et ça va sans doute vous émouvoir autour de la table, vous avez tous les défauts d'une famille et des inconvénients des amis. C'est beau, hein. Merci papa. C'est magnifique. He said things I couldn't remember. 4 days into December, for the girls to enjoy. He said that I'd never be able to put my heart on the table for somebody to eat. He said to me, you can't escape, chase the boredom away. Why the chorus started dancing it around. I'll be singing pleasure and pain. Try everything I can. Run inside of our names. Say what you meant. Let me forever lie in bed. Blessed by family and friends. Starting life at the end. Is it even real? If I have a crate in my belly, stepping into the fantasy, will I wanna go back in time to the infinite center? In the womb of my mother, here's a car so there.
every single pleasure and pain. Try everything I can. God's on cherry on say that what you want. Let me forever lie in bed, blessed by family and friends, starting life at the end. Maybe it's okay. On est de retour dans The Cinema Show et on poursuit notre traditionnelle émission spéciale top et flop de l'année écoulée, en l'occurrence 2025, si vous avez vécu pendant l'année dernière. C'est pas 2012 ? Non, si c'est pas le cas, soit vous venez de naître et bienvenue, vous êtes au bon endroit pour The Cinema Show, soit je veux votre machine à voyager dans le temps. Dans tous les cas, si vous trouviez que nos premiers chroniqueurs n'avaient aucun goût en matière de cinéma, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive puisque m'ont rejoint Maxime, Naomi, Costa et Hugo Péwan. Bonsoir à vous. Si c'était un classement, sincèrement c'est méchant, mais bon. Ok. On m'a parlé dans le casque, j'ai pas pu t'entendre. Je vais faire comme si j'aurais dû faire mon meilleur jeu d'acteur, genre ouais. Non, t'aurais pas dû répondre oui. Non. Bon, même question que pour la première équipe. Quelle est la scène de 2025 qui symbolise le mieux votre année pour vous? Maxime, on commence par toi. On a dû départager avec Naomi parce qu'en fait c'est issu du même film. Moi c'est simple, c'est la première scène choquante dans Sirat. Je ne peux rien dire. Parce que t'as été outrancier et odieux. Parce que c'est du spoil, donc je ne vais pas dire, mais la première scène choquante de Sirat est incroyable. Hugo? Moi, c'est une année, j'ai tout le problème, c'est une année où je me suis beaucoup remis en question. Du coup, je vais prendre la scène de la discussion entre Clark et son père dans Superman, dans la ferme. Scène qui m'a fait vider mon canal lacrymal intégralement, par ailleurs. Et non, il doit remettre en question toutes ses connaissances. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Costa? Écoute, ma vie a été très aléatoire. Du coup, j'ai noté la scène dans Sinners, sa scène de danse, qui a été assez folle. J'aurais dit la même que toi, de toute façon. Exactement. Mais on m'a pas posé la question puisque ça t'est Ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas. Ouais. Naomi. Et moi, du coup, ça va être la deuxième scène. La deuxième scène la plus choquante de Sirat parce que tels les personnages dedans, il a fallu que j'évite certains emplacements dans l'année. Mais au final, pour une fin comme elle est, voilà, j'en dirai pas plus parce que sinon c'est vraiment du spoil. Donc allez voir Sirat, vraiment. Bon. Oui. C'est prévu. C'est bon, Maxime. Non, mais je fais pareil, allez voir Sirat. Sans plus attendre, on passe aux choses sérieuses avec notre dernière partie consacrée au top et flop de l'année 2025. Et cette fois-ci, on commence par les flops. L'an dernier, c'est donc finalement de Claude Lelouch qui l'avait remporté après un suspense insoutenable ponctué par un happening de folie. Non, pas du tout. Après le flop 5 de chaque chroniqueur et chroniqueuse, on découvrira le long métrage qui prendra sa succession et qui pourra se targuer d'être notre pire film de l'année. Et ça, c'est la classe. Naomi, ton flop 5. Alors, mon flop numéro 5, c'est Chien 51 de Cédric Jiménez, parce que entre Gilles Lelouch qui n'a pas le charisme qu'il pense avoir, l'impression incestueuse qui nous reste après le visionnage, le sous-texte constamment droitard de Jiménez, Chien 51 étale l'argent de la production sans en faire grand-chose. Pitié, éloignez ce film de moi. Ensuite, en numéro 4, on a L'attachement de Karine Tardieu. Pour vous décrire le sentiment que j'ai eu devant ce film, je parlerai du moment où, à la fin du film, je me suis tournée vers les deux filles assises à côté de moi. Elles pleuraient, et la seule chose que j'ai été capable de me dire, c'est « Mais respectez-vous ». Ce film... Je suis d'accord avec elle. Ce film représente tout ce que je déteste, soi-disant féministe pour au final ne se centrer que sur l'homme, soi-disant déconstruit, qui est en fait aussi paternaliste et sexiste que la construction du personnage et du jeu d'acteur de Tedeschi. Voilà, et ensuite en 3... on aura Moi qui t'aimais de Diane Curis. Et en fait,
en toute honnêteté, je me suis déjà tellement étalée sur ce film dans ma première émission que je pense que je vais simplement ressortir ma critique Letterboxd. Le meilleur moment du film, c'est quand j'ai remarqué Maxime à côté de moi en train de dormir. Et le deuxième meilleur moment, c'est quand j'ai décidé de le réveiller pour lui infliger la purge, qui était ce film. En deuxième position, on retrouve The Altonite de Barry Levinson. Et alors là, quelle purge! Je me souviens que le gars assis devant moi a sorti son téléphone au bout de 1 heure de film pour déjà le noter sur Letterboxd. Enfin, mal le noter, vous vous doutez. Sincèrement, que quelqu'un jette au lion le réal et le monteur, parce que l'enfer qu'était ce film, plan tellement retravaillé sur la colorimétrie qu'on se demande ce qu'il a essayé de cacher. On comprend absolument rien à l'histoire, et malgré la tendresse que j'ai pour les films de mafieux italiens, alors là c'est juste une insulte. Ouais, Barry Levinson, il a quand même fait Rain Man. Hein. Oui, c'est quand même... Voilà, excusez-moi. C'est pas Jean-Claude Clodo, quoi. Excusez-moi, je voudrais quand même qu'on le jette au lion. Et alors, sans grande surprise, mon flop numéro 1, c'est Minecraft de Jared S. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Je suis pas sûre, et je voudrais juste m'excuser auprès de mon petit frère qui regarde ou peut-être m'écoute, mais ce film est une insulte au cinéma et à l'histoire du cinéma. J'ai eu mal à la tête pendant 2 heures après, et je pense que ça résume assez bien ce que je pense du film. Merci Naomi. Costa, ton flop 5. Alors, flop 5, à la 5e place, nous avons Les Arènes, un film sur le foot. Ça s'arrête là. Non, le jeu d'acteur est terrible, et l'accent espagnol d'un des comédiens est, je pense, la chose la plus merdique que... Enfin voilà, c'est très marrant comme séance. Il y a un acteur qui est hispanophone dans le film. Hein. Ah, j'ai pensé que c'était vraiment un acteur français qui c'est un acteur raciste en fait. Non, c'était mauvais. Non, mais alors attendez, je prends 2 secondes parce que l'acteur en question, c'est quand même un acteur très connu, puisque c'est Edgar Ramirez. Voilà, s'il y en a qui voient qui c'est Edgar Ramirez. C'est vraiment lui en plus. Voilà, Edgar Ramirez, acteur très connu quand même, qui joue dans des films américains et tout. Oui, bon, c'était insipide. Tu veux t'arrêter là? Le flop 1, c'est peut-être Costa, non? Oh, c'est méchant. Ouais. Au top, allez, maîtrise. Non, au flop. Vas-y, Costa, poursuis. Ensuite, 4e place, Meteors, où en fait on suit le point de vue d'un jeune homme qui est meilleur ami avec un addict à l'alcool, et c'est ça tout le problème du film, c'est qu'en fait il garde tout le point de vue de ce jeune homme, et du début à la fin il y a trop d'incohérences, c'est trop fabriqué, et on n'y croit pas du tout, et malheureusement en fait ça marche pas du tout avec moi de mettre de l'empathie sur ce genre de personnage, en gros. Voilà. 3e place, on a Enzo, film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo, un film en fait qui parle du sentiment d'étouffement dans un cadre familial aisé et conformiste. Le seul problème, c'est qu'en fait, quand tu as un personnage qui est triste et qui, de par cette tristesse, commence à agresser à multiples reprises des personnes, autant des femmes que des hommes, ça marche pas pour moi. Et du coup, ce film a pour moi été une petite torture, parce que 3e place. Ensuite, 2e place, on a le mélange des genres. La raison de cette 2e place dans le flop est dans le titre, puisque du coup, on a Michel Leclerc qui a essayé d'avoir ce pari de mélanger les rôles. Et bien sûr, j'adore quand on fait des œuvres risquées, quand c'est bien fait. C'est mal fait actuellement, du coup ça n'a pas marché, c'est très insultant, et l'humour est bien bas. Voilà. Et enfin on a 2 pianos de Arnaud Desplechin. Ma séance la plus douloureuse, en fait c'est tout simple, c'est quand tu essaies de créer une relation amoureuse entre un alcoolique dépressif égoïste et une femme sans métier, enfin en tout cas c'est décrit dans le film quoi, après la mort de son mari 4 jours après, ça marche pas, et pour moi moralement c'est vraiment infernal du début à la fin. J'ai hésité à partir, bien sûr pour la radio je suis resté, mais voilà, c'était assez horrible. Quel vaillant chevalier. Merci. Le deuxième Hugo P. Qu'est-ce qu'il pense du flop? À la 5e place, Blanche-Neige de Marc Webb. Déjà, il y a Gal Gadot, donc c'est déjà un défaut. Et en plus, n'arrive jamais à atteindre la beauté visuelle de l'original. Plus ça tente de le rendre moderne, mais à l'arrache. Bref, 0 pointé. Oh, et Disney, si vous nous regardez, je vous rassure, Lilo et Stitch était pas mieux. Toutou Brune d'Odia Benyamina, je déteste tirer sur l'ambulance, mais là, elle a quand même roulé sur le bon goût, l'ambulance. C'est réalisé comme un court-métrage d'étudiant prouveur qui récite son petit Tarantino illustré, et en plus, c'est surjoué à outrance. Alors, le film ne mérite, je le rappelle, absolument pas les polémiques sexistes et racistes qu'il a mangé.
mais il mérite pas les honneurs non plus. Allez voir notre interview avec l'équipe du film. Oui, Allez-y. Et on rappelle que ça s'est très bien passé d'ailleurs. Flop 3, Highest to the West de Spike Lee. Alors j'ai pas vu l'original, mais je suis presque sûr que c'était mieux joué, que la musique était pas atroce, et surtout qu'il y avait pas un vieux clip inséré au forceps dans le montage. Denzel, je t'adore, mais entre Equalizer, Gladiator et ça, va falloir changer d'agent. Flop 2, Captain America Brave New World de Julius Ona, un film avec 40 scénarios et autant de tournages et de montages différents, c'était forcément foiré, donc ça a pas loupé. En plus, refaire 40 fois ton film, mais oublier à chaque fois, quand même, à chaque tournage de diriger Anthony Mackie, c'est quand même terrible. Aucune maîtrise du thriller politique et de l'action, c'est con, c'était les deux plus gros aspects marketing du film. Tout ça pour prendre 5 minutes de Harrison Ford rouge en CGI dégueu à la fin. C'est quand même la honte quand les frères Russo ont fait mieux que toi il y a 10 ans. Et flop 1, Minecraft le film de Jared Hess. Donc c'est un film sur la créativité, à quel point l'individualité permet la liberté... Non merde, ça c'est la pitch de la grande aventure Lego. Bon, alors Minecraft c'est juste affreux, moche, pas drôle, cringe, malaise, gênant, 6-7, chicken jockey, je ne sais plus ce que je dis. Bref, Jared, ton film c'est quand même vachement la S. Maxime, pardon, j'étais en plein 6-7. Quelle cringerie, bordel de merde. Et on va en parler de la cringerie justement parce que moi en flop 5 j'ai un film que j'ai vu avec toi qui est Deux pianos. Et c'était pas bien. Et alors c'est pas parce que t'étais dans la salle, même si parfois ça peut jouer, mais là vraiment Deux pianos, entre ça et son film d'avant qui était Spectateur, Arnaud Desplechin, il est vraiment rentré dans mon panthéon des cinéastes que je déteste et que je pense que je vais hate-watcher à l'avenir. Ensuite en flop 4 j'ai Partir un jour. Je n'aime pas Partir un jour. Je suis pas un grand fan des comédies musicales et vraiment j'ai passé l'intégralité du film à subir et à me dire quelles chansons ils vont encore massacrer. Et à chaque fois on se dit non, ils vont quand même pas le faire. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux. Voilà, c'est une torture tout le long du film. Par pitié, arrêtez. Et en plus, on a je n'ai plus le nom. Juliette Armanet. Merci. On a Juliette Armanet qui a une voix magnifique, mais pas dans le film. Voilà. Mais ça va pas ou quoi? En flop 3, on a Atoman. J'ai vu Atoman avec les cons derrière là. Et oui, bon bah avec Lucas derrière, pardon. Et bah c'est pas bien parce qu'on a un plan au drone qui recule tellement qu'on voit l'équipe technique dans le champ. On a un plan de l'équipe technique sur la portière, un plan de l'équipe technique sur la vitre de la voiture. On a carrément un cache de l'objectif de la caméra qui n'est pas relevé complètement, donc on le voit et ça cache une partie de l'image. Le film est fait par des amateurs et pourtant il y a Sami Nasri qui est dans Taxi et même Sami Nasri ne sort pas le film. Et pourtant, mais moi ça m'a fait du mal. Et il a une étoile au lieu de une demi parce qu'il y a Sami Nasri. Mais c'est tout. Voilà. Super. En flop 2, Paddington au Pérou, bah je suis désolé mais ça fait rire des gens, ça fait divertir des gens Paddington au Pérou. Moi je vois juste un truc pendant 1h40 qui bouge au milieu de l'écran et qui dit regarde je suis drôle, je fais ça. Non t'es pas drôle, t'es pas divertissant, le spectacle derrière habitant est Maxime dans une émission de TCS. Je remis la critique que j'ai mis dans ma story Instagram, le spectacle d'Harry Habitant est plus drôle que toi Paddington. Non, et Dieu sait à quel point c'est pas drôle, voilà. Aussi peut-être, voilà. Et puis en flop 1, je crois que je suis le seul quasiment à l'avoir vu, peut-être avec Jonathan qui l'a vu aussi, je crois, c'est La Voyageuse de Hong Sang-soo. Alors je ne connaissais pas le cinéma de Hong Sang-soo, j'aurais aimé ne jamais le connaître et j'ai pas envie de le connaître davantage. C'est chiant à mourir. Ok, t'as pris une caméra avec une image abîmée, ok, t'as des textes que t'as écrits sur le lieu de tournage juste avant d'allumer ta caméra, ok, tu veux faire un truc très lent, très mou, mais moi ça me fait chier et je te remercie juste pour une chose, c'est pour la magnifique sieste de 1h30 que tu m'as offert au Diago. Merci beaucoup. Merci Maxime, t'es assez lucide en vrai, hein, moi je trouve sur tes choix, bravo. Donc le flop 5 général de l'équipe. En 5e place on retrouve Tron Ares de Joachim Ronning qui a été plébiscité. En 4e place on retrouve Kaamelott, deuxième volet, partie 1 d'Alexandre Astier. Heureusement qu'il est là. Ah non, on va se faire insulter sur les réseaux. Vite, cliquez, bande de... Oh putain. Morsaille. Oui, on avait. 3e, Captain America Brave New World de Julius Ona. Voilà. 2e, Lilo et Stitch de Dean Fleischer-Camp. Et oui, c'est retrouvé 2e. Et donc, pour le flop 1, j'ai bien évidemment un extrait pour vous. T'as une super chanson. Ah non. J'ai un extrait
C'est parti pour le flop 1. Allez voir Minecraft le film en 4DX. C'est un film que vous pouvez trouver soit très bien, soit pas ouf, mais en 4DX, c'est forcément un bon film. Je retire ce que j'ai dit il y a 30 secondes sur Maxime, bien évidemment, sur sa lucidité. Mais vraiment, c'est nul à chier, mais allez voir Minecraft en 4DX, c'est tellement drôle. Bon, Allez, s'il vous plaît, on en a terminé des mauvais films. Concentrons-nous sur le meilleur de 2025. Vous avez compris le principe, on s'écoute d'abord le top 5 de chaque membre de l'équipe autour de la table, puis on découvre le film qui succédera à The Substance. Et comme il y a un gros suspense autour de son identité, je préfère vous donner quelques infos sur le numéro 1, sur le number 1. Je tiens à dire que son titre commence par une bataille et finit par après l'autre. Oui, je spoil le numéro 1, c'est pas grave. On n'avait pas de coupure pub à vendre comme dans un prime de la Starac. Voilà. Et c'est Chien 51. Chien 51, le top 1. Non, je crois pas. Non. Donc vous le savez déjà, ça sera une bataille après l'autre. Il a été énormément plébiscité. Maxime, ton top 5 d'abord. On commence avec une bataille après l'autre en top 5. Voilà, je ne connaissais pas le cinéma de Paul Thomas Anderson. Je l'ai découvert avec une bataille après l'autre et c'est génial. C'est génial. On a des scènes qui sont allongées et qui durent et c'est tellement bien. Il y a la scène, je suis désolé, la scène de course-poursuite en voiture à la fin avec toutes les routes vallonnées, c'est magnifique et surtout c'est à la fois ultra critique politiquement et surtout c'est drôle. C'est vraiment drôle, il y a beaucoup de comiques, surtout c'est très bien joué, que ce soit Leonardo DiCaprio ou Benicio del Toro, franchement, merci Sensei, voilà, merci Sensei tout simplement. En top 4, j'ai mis Dossier 137. Je ne connaissais pas non plus Dominique Moll et il faut absolument que je voie La Nuit du 12 parce que après avoir vu Dossier 137, je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir La Nuit du 12 parce que je trouve que Dominique Moll a un talent en manière de réalisation et en manière de montage surtout, notamment les montages des séquences d'interrogatoire sont absolument bluffantes et puis surtout il faut en parler de ces petites crises politiques et ces petites crises sociales et il le fait excellemment bien. Merci Dominique Moll, voilà. En top 3 de l'année, je suis le seul, je crois l'avoir mis dans mon top, c'est Mon gâteau préféré, qui est un film iranien que très peu de personnes ont vu, mais qui est juste absolument bluffant dans la manière à quel point il prend un scénario très simple, des personnages très simples, et pourtant il arrive à en faire peut-être l'une des meilleures histoires d'amour que j'ai vues au cinéma, et pourtant je suis pas un grand fan des histoires d'amour au cinéma, mais vraiment là ça m'a touché en plein cœur. C'est 1h40 pendant laquelle on prend ton cœur et on le remplit d'amour. Une histoire d'amour entre deux personnes âgées qui se rencontrent et qui ont un coup de foudre comme ça, le temps d'une soirée, c'est magnifique. En top 2 de l'année, j'ai mis Le Dossier Mal d'Aurore, parce que il y a beaucoup de voitures des années 90, et j'adore les voitures des années 90, mais pas que, parce que ça parle quand même de l'histoire de Marc Dutroux, et je trouve que c'est toujours intéressant de s'intéresser surtout à ces domaines-là. Non, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de s'intéresser à comment est-ce que l'humanité arrive à rentrer dans une telle monstruosité pareille, et en plus, on a vraiment Fabrice Duvels qui se permet un peu de liberté et à modifier certaines choses dans le scénario, et je trouve que ça apporte un vrai plus. Et puis Anthony Bajon est juste monumental dans ce film, et il y a Sergi Lopez qu'on retrouve dans mon top 1 de l'année. J'ai peut-être fait autant de harcèlement avec ce film qu'avec Taxi, tellement j'ai dit à tout le monde allez voir ce film bordel de merde. C'est Sirat, parce que Sirat, on est sur une apothéose en manière de tel don show. De show dont tel, pardon, c'est vraiment l'inverse quoi. Autant pour moi, mais vraiment lui c'est l'inverse qu'il a. On est vraiment dans une apothéose aussi d'un road movie, c'est incroyable, vraiment c'est la fusion parfaite peut-être entre Mad Max Fury Road, entre oui voilà, il y a Mad Max Fury Road, mais et puis de manière générale le film, c'est très dur d'en parler sans spoiler, c'est pour ça que quand on a cité les scènes avec Naomi, on peut pas en dire davantage parce qu'il faut vraiment voir le film. Il faut voir le film au cinéma surtout, parce que c'est vraiment une expérience de cinéma et ce serait vraiment dommage de le voir ailleurs qu'au cinéma. Et puis t'en as déjà beaucoup parlé Maxime dans les émissions, t'inquiète. Mais vraiment, allez voir Sirat, c'est le meilleur film de l'année incontestablement. Tu devrais aller voir. Tu devrais voir aussi un autre film de Dominique Moll, Harry, un ami qui vous veut du bien, parce qu'il y a Sergi Lopez dedans. Ah bon voilà, encore plus. Hugo, alors, ton top 5. Cette année je vous dis que j'avais beaucoup changé et du coup je trouve que ça se reflète dans mon top, c'est très différent des autres années, donc le top 5 c'est Superman. C'est peu surprenant, mais cette année James Gunn se hisse à la 5ème place du classement avec un film doux, gentil mais jamais naïf et surtout qui arrive à être suffisamment politique malgré son statut de blockbuster. Bref, Kindness is the
Real Punk Rock. Top 4, bon là ça commence à devenir différent. Résurrection de Bigan, j'aime le cinéma qui parle de cinéma et il n'y a aucun film qui le fait comme Résurrection, c'est techniquement fabuleux pendant 2h40, mais en plus ça fait voyager via les 5 sens à travers le 7e art dans des tableaux magnifiques et évidemment, plan séquence, 40 minutes, sans coupe, voilà. Top 3, Life of Chuck de Mike Flanagan, c'est vraiment une histoire bouleversante qui célèbre la vie dans tout ce qu'elle a de plus beau. On passe par un carnaval d'émotions, c'est angoissant, c'est feel good, c'est touchant, c'est simple, mais parfois c'est mieux d'être plus simple. Top 2, Libre-échange de Michelangelo Covino, la bonne surprise de l'année, une comédie vraiment jubilatoire sur le couple avec une mise en scène super créative, que ce soit ce super gag d'ouverture avec l'accident de voiture et ce truc que je ne vais pas spoiler, ou cette scène de baston interminable, ça ne s'arrête jamais et ça prouve une bonne fois pour toutes que la comédie a sa place en salle autant que n'importe quel autre genre. Et top 1, un simple accident de Jafar Panahi, c'était un vrai choc quand j'ai découvert. À travers ce film, Jafar Panahi, il arrive à créer un questionnement universel en partant d'une situation politique pourtant très précise, tout ça en naviguant à travers les genres de manière ultra fluide, et on finit sur 2 scènes finales qui sont géniales de mise en scène, bref une palme d'or amplement méritée pour un très grand film. Merci Hugo. Costa. Eh bien, à la 5e place, nous avons Partir un jour, un film magnifique sur... j'ai rarement vu un film aussi bien retranscrire en fait les villages, on va dire, ruraux, quoi, en quelque sorte. Et c'est un pur kiff de voir ce karaoké et ces films très nostalgiques. J'ai vraiment adoré ce film. Ensuite, à 4e place, nous avons Arco, un sublime film sur la rencontre entre deux mondes, le passé et le futur. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ces personnages. J'ai envie de voir une série spin-off sur ce trio de complotistes. C'est incroyable. C'est une espèce de Total Spice du futur, là. C'était fou. J'ai pleuré maintes et maintes fois. À 3e place, nous avons Sirat de Oliver Lax. Alors, je ne sais pas quoi encore penser de ce film. Parce que, en fait, je remercie ce film parce que j'ai rarement eu une expérience aussi singulière au cinéma. Du début à la fin, il m'a pas laissé le temps de respirer. Et en fait, je remercie sincèrement pour m'avoir laissé une telle trace au fin fond de mon cœur, juste là. Et pour les auditeurs, il est assez gros mon cœur. À la seconde place, nous avons Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. 2h40 de pure jouissance, le casting est époustouflant, l'image est magnifiquement composée, la mise en scène nous transporte sans pour autant être futile, et j'ai eu un plaisir fou à suivre ces personnages si bien caractérisés. Et à la première place, on a Valeurs sentimentales de Joachim Trier, mon coup de cœur de cette année. Je parle un peu de moi, mais mon père ne partage pas du tout ma passion du cinéma. Et pour une fois, par hasard, je l'ai amené au cinéma et il a pleuré devant ce film. Alors je le remercie sincèrement, ce film, pour m'avoir permis de parler de cinéma avec mon père, quoi. Tout est extraordinaire, tout est en osmose et le scénario est si juste. Franchement, c'est époustouflant. J'écoute encore tous les jours la bande-annonce. Enfin, la bande originale, pardon. Bah, merci Costa pour ton anecdote qui nous touche toutes et tous autour de la table. Oui. Il manquait juste un truc à ton top. Ouais. Bah, ta punchline. Le casting était top. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent de manière assidue sur les réseaux, ça. Ça, c'est très dommage. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, pardon. Je me pète en 2 secondes, mais j'ai travaillé avec Sergi Lopez. Donc voilà, je voulais juste te le dire. Super. Naomi. Non, c'est la classe. Ok, alors moi en top 5, on a Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona. Alors comment vous dire, je suis sortie de la séance en me disant mais qu'est-ce que je viens de voir, c'était génial. C'est un film qui se cache pas d'être aventureux dans sa façon de raconter. C'est vraiment comme regarder du théâtre mais sans mettre de côté tout ce que le cinéma a à offrir et permet de faire. En plus, c'est un huis clos et rares sont les huis clos qui arrivent à étendre son espace tout en le conservant. En numéro 4, on a Sorry Baby de Eva Victor. C'est d'une tendresse et d'une justesse incroyable. Il est quand même important de mettre en avant que Eva Victor a écrit, réalisé et joué dans son film. Les plans sont magnifiques, le jeu d'acteur est incomparable, la construction de la relation est phénoménale, mais surtout le travail de déconstruction du personnage est poussé jusqu'au bout. Et on ne peut qu'être touché par l'histoire qui nous est racontée. Mais alors attention quand même, âme sensible s'abstenir, c'est un sujet très difficile. En numéro 3, on a évidemment Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Je suis une fan incontestée de Paul Thomas Anderson et encore une fois, il ne m'a pas déçu. Après, il me déçoit jamais. Mais ce film est absolument incroyable. La tension, la folie, le propos, tout y est. Et Pitié est au sommet de son art. Il me semble s'être jamais autant amusé à faire un film que devant celui-là. Et alors en numéro 2, on a Sirat. Alors on en a quand même déjà beaucoup parlé, donc je vais pas non plus revenir trop dessus. Je voudrais simplement dire que c'est un film qui m'a absolument transcendée et que j'ai passé les 10 dernières minutes de la séance assise dans mon siège à me dire mais mon Dieu, je viens de voir
quelque chose d'incroyable. Et alors, mon top 1, personne ne l'a mis en top 1, je suis très déçue, mais c'est The Brutalist. Il m'a scotché ce film, ça m'a permis d'avoir à nouveau envie de faire du cinéma. En fait, vraiment, il est arrivé à un moment dans ma vie où c'était un hard block total, je savais pas ce que je voulais faire, je savais plus quoi faire. Et il est arrivé avec des propositions, mais incroyable de mise en scène, de travail de l'image. Moi, je suis encore scotchée par le travail avec le générique, autant celui du début que celui de la fin. Quand le générique arrive comme ça à l'horizontale, c'est incroyable. Et les acteurs sont phénoménaux. J'ai peu de mots pour décrire ce que j'ai ressenti devant ce film, à part me dire j'ai vu un chef-d'œuvre et je suis contente d'avoir vu un chef-d'œuvre. Ils ont fait ça sur Paint, hein. Toujours un truc pour cacher les bons moments. Non, mais c'était juste pour désamorcer. Hein. Toi, quand tu vas au cinéma, il y a une scène super belle, tu pètes en plein milieu. En fait. Mais non, c'est juste pour l'entertainment là. C'est pour les reels. C'est pour les reels. Non, pas du tout. Mais merci Naomi. On a compris ton idée. Ça va? Quoi? Oh mon Dieu. Non mais sérieusement? Est-ce que ça va? Comment ça va Naomi? Bah là, tout de suite pas vraiment, non. Parce que tu vas jamais très bien, j'ai l'impression. Ah non, c'est à cause de toi ça. Voilà, toujours pareil. On peut faire les problèmes en direct, hein. On peut continuer, moi ça me pose pas de soucis. Je suis un petit con, j'aime bien faire ça. Quoi. Mon top 5, Mercato de Tristan Seguela pour la Tchatch de Jamel Debbouze, mise au service d'un thriller sur le foot, pour le rythme et pour le casting hyper surprenant. Allez le foot. 4e, 5 septembre de Tim Felbaum pour le mimétisme et de la reconstitution et l'humilité du projet. 3e, Arco d'Hugo Bienvenu pour sa fraîcheur dans le paysage cinématographique français, ses décors et sa bande originale. 2e, Dossier 137 de Dominique Moll pour Léa Drucker, encore une fois impeccable, et pour le jeu de construction, déconstruction du récit aussi à l'intérieur. Et premier, Mémoire d'un escargot d'Adam Elliott, pour sa fantaisie, pour son histoire qui ne recule devant aucun sujet. C'est probablement le film qui m'a le plus touché de l'année, et pourtant il nous vient de très loin, hein, l'Australie, et il est fait en stop motion, et soi-disant, je n'aime pas la stop motion, c'est ce qui se dit du côté de l'instant animation. Voilà pour mon top. La bise à Thibaut. On n'avait pas encore vu donc Naomi The Brutalist, tu l'as souligné, et ben il est en 5e position de notre top général. Voilà. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Parce que je peux encore t'énerver, on peut reparler de Paint. Hein. 4e, Sirat d'Oliver Lax. Là, ça va mieux toujours ou pas? Non, il aurait dû être plus haut. Ouais, complètement. Oh, mais fermez-la. Et il a fait une petite remontée en plus sur la fin grâce à des derniers tops. On ne dira pas à cause de qui il est en bas. 3e, non, c'est pas à cause de ça. Ne règle pas d'autres problèmes, il y en a déjà assez là. Entre Naomi et moi. 3e. Oh, mais non, Simon. Arco d'Hugo Bienvenu. Animation française, bravo. Bravo, il mérite complètement. Il y a zéro applaudissement avant, mais là, allez, on se lâche, ça fait plaisir. 2e, Dossier 137. Ouais, la France, complètement. Et le premier, je vous l'ai dit donc tout à l'heure, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Je vous dis vraiment, jamais. Il y a un comptage de points. D'habitude, ça se joue avec 300 points gagnés, 400 points max pour le premier. Là, il a 765 points. Tellement il a été plébiscité. Bah, c'est l'effet Paul Thomas Anderson. C'est DiCaprio, bravo à lui. On se regarde une scène, on s'écoute une série de films. Toujours. Allez, c'est parti. Rise and shine. Pat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock. Why? Because they're not needed. What time is it? Fuck. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the password stuff. Look, this is Bob Ferguson. All right, you just called my house. Let's cut the shit. I need the rendezvous point. What time is it? Look, Steve Lockjaw just attacked my home. I lost my daughter. This is Bob Ferguson. You understand? Right. I don't remember any more of this. I don't remember any more of this code speak, all right? Let's just get on with it. What is the rendezvous point? Okay, I need you to give me the time. You motherfucker, you fucking with me? You fucking with me, motherfucker? You just called me. This is Bob Ferguson. You understand that? Somebody from the Resistance with a French 75 just called my house, just now. What time is it is a key question of the underground movement, okay? Studying the text is essential. I don't remember any more of this code speak. I only remember half of this shit and this stupid fucking hotline, which is a fucking miracle. So stop fucking with me and give me the fucking rendezvous point. Well, maybe you should have studied the rebellion text a little harder. No, you called me.
Do you understand that, you fucking retard? You called me. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. What? Did you just fucking hang up on me, you fucking little fucking prick? You. Bon, ça fait toujours autant réagir cette scène. Donc, petit récap de notre top 10. Sorry Baby en 10e. C'est d'ailleurs le seul film réalisé par une femme dans le top 10. Ça m'a surpris. 9e Libre Échange. 8e Better Man. 7e Superman. 6e Super Better Man. Non, 6e Un Simple Accident. 5e The Brutalist. 4e Sirat. 3e Arco. 2e Dossier 137. Et premier Une bataille après l'autre. Sentimentale. Ou valeur sentimentale, je comprends pas. Il est pas là. Je comprends pas. Heureusement qu'il est pas là. On passe tout de suite à la deuxième partie des événements qui ont marqué nos chroniqueurs et chroniqueuses. Are you ready, Tim? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Et c'est le moment de parler des meilleurs événements cinématographiques de l'année écoulée! Happy New Year, Gump. C'est bon, je l'ai pas coupé, Lucas, cette fois, le jingle. Costa, tu veux nous parler de quoi? Alors, c'est le sacre de Flo aux Oscars. Flo est un film. C'est super ton intervention. Mais t'as mis tellement une longue pause. Je me suis dit, on est en retard, il comprend, mais non. Vas-y. C'est un film magnifique qui m'a transcendé. Et en fait, on a malheureusement trop de films de gros studios américains d'animation et aussi japonais ont été oscarisés et on a tellement de talents d'animateurs, d'animatrices en France et enfin on a pu donc les célébrer et j'espère voir ce genre plus de films comme ça français d'animation. Moi par exemple je suis fan d'un Monstre à Paris et j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de films dans ce registre-là, malheureusement non. Alors j'espère en voir plus comme ça, voilà. Hugo, ton événement de 2025. Moi je suis pas allé chercher bien loin, non, cette année on est allé à Cannes, mais cette année le truc particulier c'est que j'étais avec Lucas et c'était un moment d'anthologie, ne serait-ce parce qu'on a fait beaucoup les cons là-bas, mais quand même voir Tom Cruise en vrai c'était quand même un moment de fou et serrer la main d'Alain Chabat, ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. Et si un jour j'ai des enfants, ce qui n'arrivera peut-être pas, je pense que ce sera quand même devant leur naissance. Naomi, alors toi, ça sera un petit peu moins réjouissant. Oui, alors moi, de mon côté, j'aimerais vous parler d'une grande perte. Comment évoquer 2025 et le cinéma sans parler de la mort de l'un des plus bels hommes que la Terre ait jamais porté? Moi. Non. Robert Redford. Vous le connaissez tous pour Spy Game, Jeremiah Johnson, Les Hommes du Président, Les 3 jours du Condor et sans oublier évidemment Out of Africa. Mais Robert Redford, ça n'était pas qu'un très beau visage, c'était aussi un acteur et un réalisateur doué et engagé. On lui doit une grande implication dans la cause écologique qui ferait pâlir DiCaprio, mais aussi un militantisme affirmé pour les droits civiques et la liberté d'expression. Et comment parler de Redford sans évoquer son festival, le festival de Sundance, qui est très stratégiquement placé à Salt Lake City. Vous parlez de mon rapport à Redford serait égoïste, alors je me permets de parler de ce grand personnage au nom de tous ceux qui furent et continuent d'être transcendés par son intelligence de jeu et sa beauté, car le cinéma, c'est la vie perpétuelle. Petit extrait d'Out of Africa? Ah mon dieu, oui. Et non, on n'a pas le temps. Maxime. Maxime. Alors moi, je te devais ça là. je vais parler d'un truc encore moins réjouissant que Naomi. Moi, c'est la facilité avec laquelle le RN a essayé d'attaquer le CNC et le cinéma de manière générale cette année. Marine Le Pen était condamnée. Voilà, elle a été condamnée heureusement. On espère qu'elle va être condamnée définitivement là cette année. Mais voilà, ils ont notamment déposé un amendement pour essayer juste de supprimer le CNC, c'est-à-dire ce qui fait vivre le cinéma français, ce qui fait vivre tous les gens qui vivent du cinéma et ce qui est peut-être le meilleur, au moins l'un, mais si ce n'est carrément le meilleur modèle de cinéma au monde, à tel point que des pays nous l'envient, nous le copient, donc nique le RN et nique les fachos, voilà. Et moi de mon côté, c'était assez dur de vous trouver un événement, puisque là où je trouvais que l'année ciné était assez pauvre en termes de films, en termes d'événements, il y en avait pas mal. Le discours très drôle de Franck Dubosc au César, le rachat de la Warner par Netflix, enfin je crois. La tournée en salle de l'Utopia à titre un peu plus personnel, mais aussi le décès de Rob Reiner. Alors là, vous vous marrez là. Là, ça vous fait marrer. Ça vous fait marrer. Voilà, je suis sûr que c'est très bien, je l'ai pas vu. Mais... Le décès de Rob Reiner, il y avait de quoi faire et dire, mais moi je voulais vous parler de la chute de la fréquentation en salle en cinéma en France en 2025. Ça c'est un peu moins drôle. On a comptabilisé 156 79 millions d'entrées sur 2025, soit une baisse de 13,6% par rapport à 2024. C'est assez énorme. Il n'y a pas eu de grosses locomotives américaines ou françaises comme le Comte de Monte Cristo l'an dernier. Il n'y a pas eu de succès surprise comme un petit truc en plus. Ça explique un peu tout ça.
On va essayer de rester un peu positif, puisque le mois dernier, ça a été le mois où il y a eu une petite augmentation grâce à des films comme Avatar 3, Zootopie 2, La femme de ménage, mais aussi Le chant des forêts. Alors c'est vraiment une petite hausse, 0,9%. Ouais. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça, et ça permet de lancer l'année 2026 sur de bons rails. D'ailleurs, il est temps de mettre un petit coup de projecteur sur les films qu'on ira voir en 2026 pour remplir toutes nos belles salles de cinéma. Mais t'imagines, toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir en 2026 ? On va vous en parler, bien évidemment, toutes les semaines dans The Cinema Show, mais c'est quoi votre attente ou vos 2 attentes de l'année ? Moi j'en ai peut-être 2 et encore j'avoue que l'année 2026 j'ai pas de grosses attentes mais on a quand même 2 évidemment qui me font un petit peu envie. C'est évidemment déjà l'Odyssée de Christopher Nolan. Ouais, moi aussi. Je pense qu'à mon avis on l'attend tous à peu près 15 juillet il sera dans les salles. Et à titre un peu plus personnel je pense que Hugo sera d'accord mais Super Mario Bros le film 2 pas particulièrement j'ai envie de le voir. D'accord, ok, bon, Super Mario Galaxy le film le 1er avril. Voilà. Mais alors il n'y aura pas que Mario Galaxy, ça adaptera aussi Super Mario Odyssey et j'avoue j'ai un peu hâte. Voilà, cassage de gueule pour la connerie de Maxime. Ça c'était du direct. On a perdu le beau moment de télévision. Et tout va bien. Non, pas Hugo, parce que le temps qu'on recale la caméra. Non, c'est bon, elle est recalée. Ah bah. J'y vais. Hugo, vas-y. Ok, je vais vous en citer vite fait. Il y a Evic Dead Burn, le Evic Dead fait par des Français, notamment par un ancien de Golden Moustache. C'est complètement absurde. Et surtout, non, moi j'attends Coyote vs Acme parce que c'est un film qu'on nous a dit vous aurez pas le droit de le voir, on va le mettre dans un coffre et ce sera interdit. Alors que un film qui est écrit par James Gunn, vous voulez m'interdire de le voir ? Je ne crois pas, non. Donc grâce à Ketchup Entertainment qui l'a sauvé, on va pouvoir le voir à minimum aux États-Unis, mais je pense qu'il y aura une date de sortie en France. Et sinon, j'attends beaucoup le jeu vidéo Squadron 42, mais qui va être très lié au cinéma puisqu'il y a Gillian Anderson, Henry Cavill, Mark Hamill, Gary Oldman, donc un gros casting. Donc du coup, j'aimerais bien voir ce pont qui va être fait entre les deux médias. Voilà. Evil Dead, il sort le 22 juillet et Coyote contre Acme, pour l'instant, il est noté au 26 août. Mais il n'y a pas de date française. Je crois que c'est une date américaine, mais il n'y a pas de date française. Ouais. Costa. J'avoue, j'ai pas vraiment réfléchi. Je pense juste à Le Diable s'habille en Prada 2. Ouais, que, ça c'est en avril, ça, il me semble. Bah voilà, j'ai beaucoup d'attentes sur ce film. Evil Dead Burn et The Dream aussi avec Zendaya et Robert Pattinson. Drama, pardon. Je vais dire Dream, voilà. Ok, j'ai pas retrouvé la date du Diable s'habiller en Prada, mais je crois que c'est vraiment. C'est l'été, je crois. C'est en mai. Non, c'est en mai ou c'est en mai. C'est en mai, je crois. Bon, je recherche ça, je l'ai quelque part. Naomi. Alors, pour être honnête, moi non plus, mais je sais que, évidemment, j'ai très envie de voir Odyssée et Marty Suprême avec Timothée Chalamet. Alors, Diable s'habiller en Prada, c'est le 29 avril et Marty Suprême, c'est dans pas longtemps du tout, 18 février. C'est la période des Oscars. Marty Suprême qui est excellemment bien noté sur Letterboxd, il a 4,3 sur 5. C'est non, mais c'est sans critique. Donc on recevra les frères Lebrun. Ouais, mais ça marche pas trop. Ça m'interpelle un petit peu de voir une aussi grosse note comme ça. C'est ça à chaque fois. Quand un film est début comme ça, il y a souvent après Sinners, il y avait une note de ouf. Une bataille après l'autre a commencé comme ça, il est à 4,3 aujourd'hui, donc. Ça dépend des films qui ont un peu de hype et tout. Ouais, je tiens juste à noter, j'en avais. Moi, la bataille de Gaulle, par exemple, la bataille de Gaulle d'Antonin Baudry, en 2 parties, ça me tente parce qu'Antonin Baudry, j'avais beaucoup aimé Le Chant du Loup, donc hâte de voir ce qui va nous faire. Disclosure Day aussi, de Steven Spielberg, le 10 juin. Le nouveau Iñárritu. Le nouveau Iñárritu avec Tom Cruise, Digger, la comédie, ouais. C'est ça qui sera en septembre, je crois, voilà, le 30 septembre. The Social Reckoning aussi, la suite de Social Network, le 7 octobre. Et puis la suite aussi de Once Upon a Time. Oui, j'allais le dire, ouais. Ouais, il y a plein de choses donc, qui arrivent sur les écrans et on vous en parlera. Et bien sûr, les nouveaux films du DCU, Supergirl et Clayface, je suis pas du tout payé pour le dire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça sera meilleur que cette année, enfin, j'ose espérer. Attends, il y a quand même Avengers en fin d'année, peut-être ça fera baisser le niveau. Le 16 décembre, en même temps que Dune, troisième partie. Que de beaux films en perspective, donc on a déjà hâte. En attendant, on jette un dernier coup de retour en 2026 avec le quiz top de Maxime. Ouais. Savant, monsieur. Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevie est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Quel est le prénom du Gnou? Sirat.
Elle a tenté. Je pense que tu auras un point en Elle a faisant ça. tenté. Mais peut-être que je vous donnerai un point bonus à la fin. On sait pas. Parce que là, il y a quand même déjà 9-0 et c'est critique. Hein, donc... C'est un film de Fabien Antoniente, ça, non Non. C'est très bien après alors. Donc, quiz spécial top de l'année 2025. On va parler des films qui sont dans les films les mieux notés sur Sens Critique. Voilà. Sur Sens Critique. Ouais. Alors, on va commencer avec les synonymes cinéphiles. Donc, je vais vous donner des titres de films, mais uniquement avec des synonymes. À vous de retrouver les titres. Si je vous dis victime ayant perdu connaissance. Bataille pas l'autre. Victime ayant perdu connaissance. Meurtre. C'est un film de Zach Cregger. Évanoui. Évanoui, bien vu. Bien vu. Ça fait 10-0. Ah putain, c'est vrai. On n'est pas obligé de faire le quiz au Et final. ouais. On enchaîne La avec piquette. toujours synonyme cinéphile. Si je vous dis demi-douzaine de rongeurs femelles. 6 quoi 6 feet. Demi-douzaine de rongeurs femelles. De brutaliste. Non. Si. Sirat. Sirat. T'as bien fait de la faire. T'as bien fait de la faire celle-là. Ça fait 11 à Non, Non, c'est 0. pas vrai en vrai. On l'a dit en plus. Hein. On va ensuite jouer aux antonymes du 7e art. Donc là, cette fois-ci, c'est à peu près le même principe, sauf que c'est les mots complètement inverses du titre. Donc si par exemple, je vous dis femme médiocre. La femme de ménage. Ah Non. truc de bâtard. Si je vous dis femme médiocre. Homme. Un bonhomme. Non, non, Superman, bien sûr. Et oui. Merci Simon. Moi je parle des esprits aussi. Ça fait 12. Et enfin, toujours antonyme, si je vous dis les protecteurs d'anges de la tectonique. What Oula, attends. Les gardiens. Non, les destructeurs. Les protecteurs d'anges de la tectonique. Quoi C'est un film qui est sorti sur Netflix. K-pop de Manhunters. Oui, bien vu. On joue encore. Ça fait 13-0. Allez, résumé confus, à vous de retrouver le film dont je n'ai apparemment rien compris ni retenu. Ok. Je me souviens que le film commence par un remake de Star Wars 5 sur la planète Hoth, mélangé au film 127 heures. Ah, Mickey 17. Oui, bien vu. Mais vas-y, compte ta mère. C'est Après, Mickey on a 17. je m'étais fait fumer donc je C'est prends ma l'humiliation publique là. Ensuite, question 4, casting de film. Donc, suivant la rapidité, vous aurez plus ou moins de points. Si pour 3 points, je vous dis Saul Williams, Miles Catton, Sinners. C'est parti très vite. On est Donc on a 3 points. On hein. est super Vous mauvais. avez 3 points, donc ça fait 14 Maxime, en fait, juste, c'est là, il se passe un truc, c'est qu'il y aura une question à la fin. Et ils vont mettre en jeu tous leurs points. Si on gagne, on a gagné le jeu. Si. Bah, allez, vas-y, enchaîne. Allez, on verra. Alors, moi, j'ai ensuite, bien la Letterboxd. Donc, quel film a reçu cette critique négative sur Letterboxd? C'est littéralement le pire film que j'ai jamais vu. Il est vulgaire, peu intelligent et profondément, et profondément raciste, tout en se prétendant satirique. Et effectivement, c'est une bataille après l'autre. Ça fait 18-0. Ensuite, musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Résurrection. Non. The Brutalist. Non. Life of Chuck. Oui, Life of Chuck, oui, t'as bien vu. raison. Ça fait 1. J'allais mettre un point à l'autre équipe. On s'arrête là ou pas? Non. Ça fait 18-1. Magnifique, remontée. Ensuite, on a extrait de film. Dans quel film peut-on entendre cet extrait? Incredible. What is? Valeur Just sentimentale. the detail. The Brutalist. Non. The best I've seen. Putain, j'ai pas. How can you tell she's an alien? Ah, Bugonia. Bugonia, bien vu. J'attendais le Alien. Ouais. C'était bien noté ça. Alors c'est de la merde. Oui, Bugonia est bien noté. Et on vous emmerde. Ça fait 19-1 et on arrive au duel time. Alors, les scores sont assez serrés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet tous les gens en point? Tous les gars en jeu ou pas? On le fait. Allez. Pour la beauté du geste. Allez, Merci. all-in. C'est qui répond? C'est moi? Les chefs d'équipe, oui, pardon, j'ai oublié. Donc, Simon Je vais en y chef arriver. d'équipe. Moi, Et je- ici, Oh, putain. c'est Costa Merci. en chef d'équipe. Donc, Simon, tu as le choix entre deux thèmes, joli dessin ou jolies images. Joli. Ah oui, dessin, ça, ok. Image. Jolies images. Comme Émile. Très bien. Donc tu vas devoir, je vais te donner 4 films, tu vas devoir les classer du plus au moins haut en termes de notes sur Sens Critique. Ok. Donc tu as Dossier 137, Valeur sentimentale, Je suis toujours là et The Brutalist. Il faut que tu me donnes dans l'ordre de la dur, plus haute c'est à la dur. plus basse note. C'est C'est dur. dur, sa grand-mère. Je vais dire en premier valeur sentimentale. Ok. En deuxième dossier. Oh, c'est peut-être Je suis toujours là. J'ai pas regardé sa note à lui. Deuxième, je suis
2 637, 3ème Je suis toujours là, 4ème The Brutalist. Ok, alors. Très bien, c'est noté. Et pour Costa, donc tu as jolies images, jolis dessins, pardon. Et bah c'est à peu près la même. Tu vas devoir classer ces films d'animation du mieux au moins bien noté sur Sens Critique. Alors tu as Amélie, la métaphysique des tubes, Mémoire d'un escargot, Wallace et Gromit, la palme de la vengeance et Arco. C'est super dur. Alors tu m'as dit, le premier c'est le plus haut score. Le premier c'est celui qui a la plus haute note selon toi. Ok, alors je pense que... Je pense qu'ils sont dans l'ordre là. Non, je pense qu'Amélie a la meilleure note. Ok. Bah attends, t'as pas le droit de dire T'as pas le droit de Naomi. Ok. Je pense pas que Amélie a la meilleure note. Je pense Allez, on n'a pas le temps. Je pense que Arco 1, Amélie 2, Wallace 3, Mémoire 4. si on mettait en pif comme ça, il est bon. C'est pas grave. Alors, je t'aime bien quand nous même, allons t'inquiète commencer par vous. Alors, Simon, tu as le nombre incroyable de aucun film bien classé. Yes. Non mais oui. Si, on a pardon. gagné, du coup. Tu as 237 qui est effectivement deuxième. Alors, Valeur Sentimentale n'est pas premier, il est quatrième avec 6,9 sur 10. Non. Ensuite, tu as The Brutalist troisième avec 7 sur 10. Mais plus. Je 237 deuxième avec 7,1. Et Je suis toujours là avec 7,2 qui est le mieux noté. Ah, Oui. c'était magnifique, je suis toujours là. Donc, vous avez un film de bien classé. Sur 4. C'est comme ça que ça joue d'habitude. Ouais. Costa, donc le film le moins bien noté de tous, tu n'as pas eu bon, c'est Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, qui est à 7,1 sur 10, qui est quatrième. En troisième, du coup tu l'as pas bon non plus, c'est Amélie, la métaphysique des tubes, qui a 7,4 sur 10. Ouais, bah c'est super. En deuxième, c'est Mémoire d'un escargot, qui a 7,5. Et en premier, c'est Arco, qui est à 7,6 sur 10, ce qui te fait également le nombre incroyable de un film bien classé. Donc, bah, bien joué. C'est une égalité parfaite. Oh mon dieu! Bravo. Oh la honte! Bravo pour cette égalité. Cette égalité tellement méritée. Depuis quand il y a des égalités au dual time en plus? Quand il y a des égalités au quiz, parce que là, du coup. C'est pas grave. Merci Maxime pour ce quiz. Vous rappellerez tous du score qu'il y avait avant le dual time. Oh mon dieu. Il est temps de conclure cette émission spéciale top et flop de l'année dernière. On laisse maintenant définitivement 2025 dans le rétro et on se projette sur l'avenir avec 2026 et ce dès la semaine prochaine avec notre prochain numéro qui sera animé par toi Maxime. Oui. Au programme 3 longs métrages qui sont sortis aujourd'hui, tu les connais ? Absolument pas, je sais pas. Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Il y a Ma Frère, j'ai plus les réalisatrices et les échos du passé. De Macha Chininski. Hop. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, TikTok ainsi que sur YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. Merci à ma grande équipe de ce soir et je parle par le nombre, pas par le talent. Maxime, Hugo P, Hugo P2, Jonathan, Lucas, Naomi, Costa et Jules. Non, en vrai, vous avez été super. Merci à vous. Merci également à la technique avec Yanis et Lucas Belge. Merci encore. Vous étiez très moyen par contre, vous. Hein. C'est à revoir pour 2026. Non, j'ai rien à dire, on est en retard. Terminons cette spéciale Top et Flop 2025 par une petite sucrerie qui nous vient du Québec. Artusi des talentueux Men I Trust. Bonne semaine à vous. The Cinéma Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant.